Je vérifie que le live soit bien lancé. Normalement, c'est bon, donc on peut commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce jour de Game Over, donc du festival Game Over. Donc aujourd'hui, on vous présente un webinaire sur les enjeux des progrès d'innovation et technologique avec donc Monsieur Bertrand Séné et Monsieur Fabrice Flippo. Donc d'un côté, Bertrand Séné, qui se définit comme un économiste écologique français et qui a consacré les 20 dernières années, ces 20 dernières années à la recherche de solutions aux problèmes de chômage, de la dette publique et de la santé et de la transition écologique. Et de l'autre côté, M. Fabrice Lipo, qui est professeur et chercheur en philosophie, épistémologie et histoire des sciences et techniques. Donc, ils aborderont ensemble la notion du progrès et d'innovation technologique. En effet, dans un contexte d'urgence climatique et écologique, le Festival Game Over vous propose de repenser aux côtés de nos deux intervenants la course aux technologies et la persistance de l'idée d'un progrès salvateur face au désastre écologique. Vous avez la parole. Je vais vous laisser commencer à aborder le sujet. Et voilà, si vous avez. Donc, je rappelle que la conférence sera disponible en rediffusion sur YouTube et elle est d'ores et déjà diffusée sur Facebook. Donc voilà, c'est à vous, Du coup, je commence, c'est ça? si vous voulez. Ok, donc je vais partager quelques images. Ça marche? Normalement, S'il fait ça? alors, vous pouvez partager votre écran. Normalement, vous avez les droits pour. Je vais Non, vérifier. Alors, je vais vous nommer co-animateur et là, normalement, vous pourrez là, c'est partager bon. votre écran. Là, vous devez voir C'est juste bon. l'innovation et ses enjeux à l'ère de l'Anthropocène, c'est ça? Ça marche, c'est parfait. Bon, voilà. Bon, je vais pas être trop long, mais juste quelques éléments sur ce que c'est que l'innovation et quel défi ça pose. Euh, je vais penser dans deux parties. D'abord, c'est quoi l'innovation? Et puis une deuxième partie sur l'innovation à l'ère de l'Anthropocène. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Et enfin, le titre que vous avez donné à la séance, à savoir euh, qu'est-ce que ça devient dans le contexte actuel. Alors, juste voir le point de départ. Donc, à gauche, vous avez une représentation de la société dans laquelle on est. C'est une représentation de la réserve fédérale de Dallas, mais je trouve qu'elle est pas mal. Et donc, ça s'appelle la machine à mouvement perpétuel du capitalisme, la croissance endogène. Donc, vous voyez où est l'innovation là-dedans. Il y a les besoins insatiables. Comme nous avons tous des besoins insatiables d'après cette représentation, les entreprises ou les entrepreneurs ont l'occasion de produire des objets pour satisfaire ces besoins insatiables, d'où l'innovation, d'où des produits nouveaux et meilleurs, plus de consommation de services, la destruction des anciennes firmes, l'émergence de nouvelles entreprises, des emplois nouveaux et meilleurs, plus de temps de loisirs, plus de niveau de vie qui eux-mêmes alimentent les besoins insatiables, qui alimentent les opportunités, qui alimentent l'innovation, etc., etc. Donc ça, c'est, je dirais, la vision synchronique. Si on regarde dans la vision diachronique, à droite, on voit les vagues de développement ou d'innovation technologique telles que vous pouvez les voir dans n'importe quel livre d'histoire, avec d'abord la mécanisation textile, la puissance de l'eau, puis la vapeur, puis l'électricité, les composants synthétiques, la production fordiste de masse, les plastiques, les technologies de l'information, etc. Donc ça donne un sens à l'histoire. Et je pense que c'était un peu la question qui était sous-jacente à celle que vous avez posée, à savoir que c'est pour ça que j'ai mis en bas à droite une représentation possible du singe à l'androïde. Donc, ça dessine une direction à l'histoire parce qu'on voit bien que tout ça a une certaine logique et que les règles de logique, elles ne changent pas et donc on progresse dans la même logique. Donc, forcément, c'est linéaire si on progresse dans la même logique, hein. Il y a un début, il y a une fin et enfin, on ne sait pas où ça va s'arrêter, mais voilà, si tout écart par rapport à cette vision-là est forcément une rupture, on va dire, hein. Alors, si on regarde d'un peu plus près, il y a un auteur qui est central dans les théories de l'innovation qui est Everett Rogers,
donc un bouquin de 1962 qui s'appelle La diffusion des innovations. Et je ne sais pas si vous voyez ma flèche sur l'écran, mais cette représentation, on la retrouve vraiment partout dans les études sur l'innovation. Il y a les innovateurs, donc c'est ceux qui commencent à adopter les nouveaux produits. Puis petit à petit, ça se diffuse et puis vers des populations, on va dire, de plus en plus réfractaires. Et à la fin, il y a les traînards, vous voyez, 16%, donc tous ces gens qui sont anti-progrès, on va dire. Hein. Donc l'innovateur, c'est celui qui est en avance sur son temps, puisque forcément, il a compris avant tout le monde. Et il doit, son objectif, sa difficulté, c'est de vaincre la résistance à l'innovation de ceux qui ne veulent pas changer. Et quand vous regardez vos bouquins d'histoire et de géographie, vous avez vu au collège ou au lycée, ou les bouquins qu'on trouve aussi à un niveau supérieur en histoire des sciences et techniques, bah souvent, c'est des success stories de ce type-là. Ah oui, il était seul contre tous et avec son innovation qui avait l'air de rien. Et finalement, il a changé le monde. En gros, c'est toujours la même histoire, quoi. Hein. Alors, pour affiner un petit peu l'innovation, on peut se dire qu'il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation prix ou l'innovation, disons, incrémentale, on pourrait dire. Donc, c'est ce qu'on voit là sur les photos avec une des voitures des années 70 et d'autres des années plutôt 2000. Mais on voit qu'elles sont très similaires, ces voitures. Hein. Elles sont sur le même créneau, comme on dit. Hein. Donc, il y a très peu de différence entre ces types de voitures. Parfois, c'est le même constructeur. Sur celui de droite, on voit une Volkswagen et une Audi. Et en fait, les deux, c'est le même propriétaire. Donc, il y a beaucoup de pièces en commun. Extérieurement, c'est très similaire, alors qu'en réalité, intérieurement, je veux dire, c'est très similaire, alors qu'extérieurement, on a l'impression que c'est des voitures très distinctes. Mais chaque fois que Audi sort une petite voiture de ce type-là, c'est une petite voiture qui n'est pas devenue grande. Donc, c'est très facile à identifier. C'est segmenté, il y a une place dans le système des objets. L'innovation rupture, ce qu'on voit en bas, l'innovation produit, bon, c'est autre chose. C'est un objet dont on ne sait pas trop où le caser au début. Par exemple, le téléphone portable dans les années 90, personne n'en avait besoin. Donc, à quoi ça sert? Le smartphone en 2007, contrairement à ce qu'on peut penser, quand Apple sort son téléphone, en fait, ça ne ressemble pas à un téléphone. On ne sait pas trop si c'est un mini ordinateur, un truc tactile, parce que ça ne téléphone pas spécialement bien. Puis dessus, il y a des applis. Principalement, il n'y a pas encore de capteur vidéo. Donc, en gros, ça ne s'appelle pas smartphone, ça s'appelle un autre truc, ça s'appelle iPhone, on ne sait pas ce que c'est. Et on ne sait pas quelle place ça peut prendre dans le quotidien. Et effectivement, le smartphone ne prend pas une place importante dans le quotidien très rapidement. C'est le cas du monospace Matra, là qu'on voit en bas à droite. Hein. Est-ce que c'est une camionnette? Est-ce que c'est une voiture familiale? Le constructeur Matra se sert du Renault Trafic, c'est-à-dire un véhicule utilitaire, pour le transformer en voiture familiale. Donc ça surprend un peu tout le monde. Il n'y a pas de besoin, quoi. Hein. Donc sur les produits comme ça enfin, sur certains types de produits, en fait, il n'y a pas du tout de besoin et ça ne s'insère pas dans une structure, une logique existante. Donc, il faut bien distinguer les deux types d'innovations, les innovations qui sont incrémentales, qui s'inscrivent vraiment dans la continuité de ce qui existe, et celles qui sont un peu de l'ordre de l'inouï, de la nouveauté tellement radicale qu'on ne voit pas du tout à quoi ça sert. Il faut voir aussi que dans les innovations de rupture, hein, comme le smartphone, en fait, on passe d'un réseau à un autre. C'est pour ça que c'est difficile de voir à quoi ça sert. Un vélo sans réseau de pistes cyclables, bah, ça ne sert à rien. Une voiture en 1890, quand il n'y a que des voitures à chevaux, pas de pièces de rechange, pas de code de la route, bah, c'est un gadget. C'est une voiture, c'est un gadget. Donc, comment on fait pour passer d'une voiture gadget ou d'un vélo gadget à un réseau comme on voit là sur la photo de gauche notamment, où on voit que le réseau automobile, il prend tellement toute la place qu'en fait, il y a une certaine obligation de prendre l'automobile. Hein. C'est ce qu'on appelle le lock-in en histoire des sciences et techniques, c'est-à-dire c'est une situation bloquée où, quel que soit le déplacement qu'on va envisager pour aller à l'école, eh ben, on va prendre la voiture. Alors que dans le système de droite, quel que soit le déplacement qu'on va faire, ben, on va prendre le vélo parce que autant à droite, prendre la voiture, c'est absurde parce que rien n'est fait pour la voiture, autant à gauche, prendre le vélo, c'est un peu suicidaire parce que tout est loin déjà, donc il faut déjà être entraîné. En plus, c'est hyper dangereux parce qu'il y a des voitures partout. Enfin, rien n'est fait pour le vélo, quoi. Donc, il faut avoir ça en tête dans l'innovation, cette idée que l'innovation de rupture, c'est l'innovation de réseau, en fait. Hein. C'est-à-dire que la voiture est d'autant plus utile qu'il y a de gens qui utilisent la voiture.
Le vélo est d'autant plus utile qu'il y a de gens qui utilisent le vélo. Et c'est encore plus spectaculaire avec le téléphone, puisque si vous avez un téléphone, vous tout seul, pour téléphoner à personne, évidemment, ce n'est pas très utile. Donc, le téléphone, il est d'autant plus utile qu'on a tous des téléphones. Donc, il faut garder un peu cette idée-là derrière. Alors, le problème, c'est comment faire exister ce qui n'existe pas. Que dans le système voiture, pour arriver à voir le système vélo, il faut quand même être costaud. Et dans le système vélo, pour imaginer, ou le système piéton, là on voit Montauban dans les années 60, il y a très peu de place pour les voitures. Imaginez que tout ça va être transformé sous l'effet de la voiture, il faut avoir beaucoup d'imagination. Et effectivement, il y a des gens qui ont beaucoup d'imagination et qui emballent le public avec des choses qui n'existent pas encore en racontant de belles histoires dont l'objectif est de provoquer le changement. Donc là, on voit par exemple Steve Jobs avec la tablette et le commentaire du Wall Street Journal, c'est la dernière fois qu'il y a eu autant disons, d'intérêt par rapport à une tablette, il y avait quelques commandements qui étaient écrits dessus. Donc on fait les comparaisons avec les 12 commandements, rien que ça, quoi, hein. Mais toujours l'idée de jouer dans la culture de l'opinion publique et de dire voilà, il y a un grand changement, et si vous n'y êtes pas, vous allez être des retardataires, etc., pour mettre la pression pour provoquer ce changement. Et donc, l'effet de réseau, ça va être un investissement long et peu productif. Donc, Apple consacre beaucoup d'argent à faire son iPhone dont personne ne veut. Les cyclistes militants passent beaucoup de temps à faire du cyclisme alors que tout le monde s'en fout et tout le monde se moque d'eux parce qu'ils sont tout seuls sous la pluie. Enfin, il faut vraiment être idiot. Anne Hidalgo met en place des pistes cyclables sur lesquelles il n'y a pas de il n'y a pas de cyclistes, etc., etc. Donc, au début, dans un effet de réseau, il y a un investissement qui a l'air de mener à rien, quoi. Donc, c'est un peu un investissement héroïque quelque part. Seuls les héros peuvent se lancer dans cette idée-là. Et puis, petit à petit, en fait, il facilite l'entrée de personnes qui sont moins des héros parce que tout le monde n'est pas un héros et qui vont arriver à générer une masse critique qui va faire basculer le système d'un côté ou de l'autre. Alors, ça peut être par petits bouts, hein, comme on voit à Paris. Chaque fois qu'il y a une petite crise, paf, on met quelques pistes cyclables en plus. Chaque fois qu'il y a un petit conflit, on s'arrange pour que ce soit les vélos qui gagnent et tout et tout. Et petit à petit, la voiture, elle recule, quoi, hein. Donc, c'est réseau contre réseau. Alors, les effets d'innovation, ils peuvent être massifs. Donc là, on a vu Montauban. Bah, ça, c'est Montauban dans les années 2000. Vous voyez les changements? Montauban dans les années 60, Montauban dans les années 2000. C'est-à-dire que dans les années 2000, le centre-ville est devenu touristique. Les activités sont passées à l'extérieur, les commerces sont passés à l'extérieur dans les zones commerciales, etc. Les champs agricoles, ils ont été remplacés par du goudron et des voitures. Donc voilà, en 40 ans, ce qui s'est produit en termes de basculement. Et on voit bien que là, en bas, tout est fait pour la voiture. Donc, pourquoi ne pas utiliser la voiture? Alors, il y a une face sombre à l'innovation, hein. Là, j'étais un peu dans l'économie, mais il y a aussi des beaux parleurs comme un certain Adolf Hitler en 1929 qui a promis de rétablir la situation économique et qui a réussi, hein, et il a effectivement résorbé le chômage et tout. Mais enfin, c'était pour fabriquer des canons qui, derrière, a emmené tout le monde dans une piste qui était quand même pas très bonne. Donc, les innovateurs sont aussi regardés de manière un peu dubitative par tout un tas de personnes qui se disent mais c'est qui ces gens-là et où est-ce qu'ils nous emmènent exactement, à part les fans, on va dire, hein. Alors ça se peut aussi se traduire par des attentes déraisonnables, ce qu'on appelle la hype. Ça, c'est une représentation du consultant Gartner. Donc, on voit les attentes, vous voyez à gauche, là, expectation, c'est les attentes, et le temps en bas. Donc, au niveau de la R&D, c'est l'objet qui ne sert à rien, il n'y a pas d'attente. Puis, petit à petit, il y a une attente délirante, et en ce moment, il y a une attente délirante sur le numérique, donc il y a plein de financements. Et puis, en fait, l'argent, peut-être qu'il s'est complètement planté dans l'innovation, c'est-à-dire que ça va donner plutôt de la spéculation. La spéculation, ça veut dire anticiper l'avenir, spéculer sur l'avenir, et on peut se tromper sur l'avenir. Et les crises économiques, c'est à chaque fois que les financiers se sont trompés sur l'avenir et que la bourse s'effondre. Donc, vous avez compris que là-dedans, c'est important d'avoir des fans, des inconditionnels. Il faut savoir que les grandes boîtes mettent beaucoup d'argent pour entretenir les fans, pour les faire accéder à des versions bêta ou des choses comme ça, hein. Vous voyez le bouquin qui s'appelle L'évangélisme technologique. Il y a des métiers, des fiches de poste chez Apple ou dans les GAFAM qui s'appellent Technological Evangelist. Ça existe, je veux dire, hein. C'est comme ça que c'est dit. Donc, l'idée, c'est vraiment
d'emporter avec quelque chose qui est de l'ordre du religieux, de la conviction, du militantisme, d'une adhésion très forte à une marque ou des choses comme ça. Donc, quand on est chez Apple, tout est fait pour y rester. L'Apple moyen, il est choyé par Apple et dès qu'il s'agit de sortir, par contre, tout est fait pour l'empêcher de sortir. Espèce de secte, entre guillemets. Alors parfois, l'innovation est nécessaire, parfois elle arrive trop tard, c'est-à-dire, ou en tout cas elle est mal foutue. Exemple, Lehman Brothers, très bien, innovation financière super, mais boum, à la fin. Ou alors l'industrie automobile aux États-Unis, vous voyez, Détroit dans les années 2000, Détroit s'est littéralement effondré parce que les constructeurs américains sont restés avec une conception de l'automobile des années 90 et que les Européens et les Japonais étaient en train de rafler le marché. Et donc, une partie de la ville qui s'est juste arrêtée complètement. Vous voyez la piscine ou le poste de police, les gens sont partis. C'est un effondrement qui est réel, qui est pas lié à l'écologie, mais qu'on peut visiter aujourd'hui. Alors, ça a changé quand même depuis cette époque, mais voilà, les gens sont partis et tout est reparti. Enfin, tout a été laissé à l'abandon. Donc, on comprend que dans l'innovation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a une part d'imitation. Et d'ailleurs, l'un des premiers théoriciens de l'innovation, c'est Gabriel Tarde, en 1902, dans Psychologie économique, qui dit, oui, c'est l'imitation, c'est un élément important de l'innovation parce que l'innovation, ce n'est pas l'invention. On peut inventer le iPhone, mais ce qui fait que ça fait de l'innovation, c'est que beaucoup de gens vont acheter le iPhone. C'est l'imitation. Et là, on va être dans l'innovation. Et c'est ce qui va permettre aussi de fabriquer le produit en grande série. Si chacun veut un produit spécifique, il n'y aura pas de fabrication en grande série. Ça ne va pas être la même chose, ça ne va pas être le même prix. Donc, certainement, ça ne va pas se diffuser de la même manière. Alors, les foules mimétiques sont bêtes, entre guillemets. C'est théorisé par Serge Moscovici, notamment l'un des fondateurs de l'écologie politique, mais aussi par Gustave Le Bon, donc l'auteur du bouquin Psychologie des foules, qui est le manuel de base des dictateurs. Donc, Gustave Le Bon explique comment manipuler les foules pour les mener là où on veut qu'elles aillent. Et il faut que les foules soient mimétiques. Quand on est pris dans une foule mimétique, l'individu est dépossédé de ses capacités de jugement. Alors, si vous voyez une foule de hooligans, par exemple, c'est une foule bête, alors que la foule des Gilets jaunes pendant les manifs Gilets jaunes, c'était une foule intelligente parce qu'on voit très bien qu'elle est faite de gens qui cherchent, elle est faite de gens qui ne se suivent pas bêtement les uns les autres. Donc, c'est une foule qui apprend. C'est une foule qui, d'ailleurs, on l'a vu au niveau des revendications des Gilets jaunes, ça évolue assez vite parce que c'est une foule qui n'est pas dans l'imitation les uns des autres. Donc, bon, les histoires s'appellent le retelling, il y a des codes, hein. Il faut adapter une démarche cohérente, il faut raconter une histoire crédible pour le public, même si le public il pense quelque chose qui est complètement faux, du moment que l'histoire lui paraît crédible, si on parle à un public de pro-nucléaire, il faut leur dire que le nucléaire est bien. Si on parle à un public de critique de technologie, il faut leur dire que la technologie doit être critiquée, etc. Il faut raconter des histoires ambitieuses, stimuler l'imagination de l'audience, faire vibrer le destinataire et, très important, faire du destinataire le porteur de l'histoire. Le destinataire du discours, c'est le héros. Alors, tout ça, c'est ancien. Aristote déjà en parlait, donc ce n'est pas complètement nouveau. Donc voilà, moi, j'ai donné un exemple avec le discours de Sarkozy à Pierre Latte, où il explique, voilà, face à un discours de pro-nucléaire, que le renouvelable, c'est vraiment pas bien. Donc, évidemment, tout le monde applaudit. On est sur le mode de l'imitation, de l'auto-célébration. C'est vous, les héros de l'histoire, les pro-nucléaires, etc. Donc, Sarkozy maîtrise très bien ce genre de choses. Enfin, les politiques, en général, maîtrisent assez bien. Si on va en Allemagne, on a un récit qui est complètement différent, avec une adhésion large de la population au Energiewende, comme ils disent, c'est-à-dire au tournant énergétique, avec des arguments qui sont aussi des arguments industriels, de dire que les renouvelables, c'est aussi important pour l'économie. Mais pas que. Il y a un certain nombre d'arguments sortis du nucléaire, de sortir du fossile, etc. Alors, les récits vont se nicher un peu partout, hein. Vous voyez une affiche du Musée de l'Homme qui dit « Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous ?» Et la réponse est dans l'image. Qui sommes-nous? Des hommes. D'où venons-nous? De l'homme biologique. Où allons-nous? Vers l'homme robotique.
Donc, la réponse est dans l'image. L'homme robotique va dépasser l'homme biologique et on pourrait se dire que tout ça, c'est quand même bien sponsorisé par Google parce qu'on voit bien que qui a intérêt à raconter ce genre d'histoire. Mais c'est une affiche du musée de l'homme. Je pense qu'ils ne sont pas sponsorisés par Google. C'est juste que ces récits sont assez omniprésents dans l'espace public. Et donc, c'est une manière d'interroger un récit qui est assez puissant en ce moment sur l'avancée, enfin, l'évolution technologique. Alors quand même, un peu de classe sociale, les évolutions, enfin les rêves des uns ne sont pas les rêves des autres, hein. Vous voyez ici la distribution des salaires. Il y a ceux qui rêvent d'avoir une Logan neuve et puis il y a ceux qui se disent, tiens, je vais acheter la dernière Porsche, en plus des deux autres que j'ai. Donc, c'est des rêves, les récits, quand les entreprises créent les récits, elles créent des récits stratifiés socialement, hein. Et vous voyez là, je cite le grand philosophe Boris Johnson, qui dit en 2013, il dit que les inégalités de richesse sont essentielles au développement de l'esprit d'envie. Il fonctionne comme un stimulant pour l'activité économique. Donc, il faut qu'il y ait des Porsche pour que les gens à Logan aillent travailler. Sinon, ils n'iront pas travailler, ils vont se contenter de leur Logan. C'est pour ça, pour dire que l'innovation du côté des entreprises, ça justifie des dépenses de marketing ou des choses comme ça parce que profondément, beaucoup de gens ne veulent pas de leurs innovations, hein. C'est la réalité qu'elles rencontrent. Alors de là, 3 conceptions de l'innovation qui correspondent à 3 conceptions de l'avenir. La première, c'est de dire, on a, comme vous avez dit, le changement climatique et tout, que faut-il faire? Il y a une première réponse qui est de dire tout comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il faut de l'innovation technologique, comme d'habitude, puisque ce qui a marché dans le passé, l'innovation technologique pour dominer la nature, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans l'avenir. Donc, continuons pareil, puisque ça nous a autant réussi. Donc, c'est un récit qui est très convaincant parce qu'il est basé sur l'expérience des 50, 100, 150 dernières années. Et en plus, il est hyper subventionné. La deuxième vision, c'est ce que j'avais appelé l'autre développement, c'est de dire la technologie, ça ne va pas suffire, il faut changer l'organisation. Donc, on va avoir une innovation de type organisationnel, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de technologie, mais ce n'est pas que technologique. Et puis, la troisième, c'est une rupture provoquée ou subie, c'est-à-dire décroissance ou effondrement, en gros, hein. Donc, je développe rapidement et puis et je m'arrête. Donc, la première, c'est celle qu'on entend le plus, c'est de dire, vous voyez, il y a une grappe technologique à la fin, quand on remonte, on a la vapeur, la production de masse et tout et tout. Puis, vous voyez, en haut, là, c'est écrit Environmental Technology, c'est technologie de l'environnement. Donc, on va retrouver les OGM qui vont permettre de triompher de la sécheresse, la géo-ingénierie qui va permettre de reprogrammer le climat, la voiture autonome qui va nous permettre d'optimiser le truc en voiture et tout et tout. Bon, quand on regarde le Green New Deal au niveau européen, on voit que la plupart des solutions sont des solutions technologiques et le consommateur, il est quand même prié de se conduire de manière citoyenne et d'adopter la technologie qui va bien, qui va sauver le monde parce que sinon, voilà, il est méchant et c'est pas bien, et etc., etc. Donc, il y a le techno-push qui est derrière pour dire c'est ça la solution et il faut y aller. Ce qui montre bien d'ailleurs à quel point le libéralisme n'est quand même pas très libre et manipule les gens à échelle de masse, de foule, quoi, hein. C'est statistique, c'est-à-dire que c'est pas une personne qui, ayant vu une publicité, va se dire ah tiens j'achète, c'est pas comme ça que ça marche. C'est d'essayer de trouver dans le public le 5% ou le 3% qui va être séduit, du 5% au 3% passer au 10%, du 10% au 20%. Le 20%, déjà, il commence bien à emmerder les 80 autres pourcents, et puis petit à petit, on va arriver à faire passer tout le monde sur la nouvelle infrastructure et il y aura un nouveau lock-in. Enfin, c'est comme ça, c'est plutôt comme ça que ça marche. Donc, on peut se dire, moi, la pub, ça ne me fait rien, mais le problème, c'est pas la pub, ça ne me fait rien, c'est est-ce qu'en masse, ça marche ou pas? Donc, dans la dématérialisation, ce qu'il faut, c'est les solutions technologiques. Il faut investir dans la recherche et développement. Donc, le monde de demain, il est dans les laboratoires. C'est-à-dire que de l'invention, on passera à l'innovation. Donc, faut qu'il y ait beaucoup d'inventions, toujours très capitalistique, hein, puisque c'est l'idée. On est dans la logique d'accumulation, de croissance et tout et tout. Donc, les dernières innovations sont les plus capitalistiques. L'innovation, c'est pas le bonnet en laine fait à la main, c'est le bonnet robotisé avec détection de chaleur du crâne, etc., etc. Donc, c'est aussi le récit le plus subventionné, c'est là où a l'argent. Donc, j'ai mis Elon Musk, par exemple, hein, ou les entreprises du numérique
qui explique que demain, le monde il ressemblera à ce qu'il y a sur la photo, enfin, sur l'illustration graphique, avec du numérique partout, beaucoup de minéral, vous voyez, quelques arbres pour faire joli. Et puis ça, c'est censé être écolo. Et bon, ok, c'est censé, mais donc, tout ça, c'est le récit dominant. Alors, il faut savoir quand même que la population française n'y croit pas, hein. C'est-à-dire que quand on demande aux gens en matière de changement climatique si la solution viendra principalement de la technologie, il y a même pas 20% des gens qui sont d'accord. Et il y a 50% de la population qui pense que la solution, c'est celle-là, c'est un changement organisationnel. Donc, les gens ne s'y laissent pas prendre et pour autant, ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas manipulés. Ils sont manipulés par les bords, en quelque sorte, indirectement. Alors, dans la deuxième vision, il y a trois objections. La première, c'est bon, d'accord, mais est-ce que vos innovations, elles vont arriver? C'est bien beau, ça, la voiture autonome, mais ça ne marche pas. La géo-ingénierie, c'est bien, mais enfin, ça ne marche pas non plus. L'OGM qui résiste à la sécheresse, c'est bien, mais ça ne marche pas. Puis, de toute façon, il y a un truc qui s'appelle le cactus qui existe depuis longtemps et qui résiste très bien à la sécheresse, il n'y a pas besoin d'OGM. Donc, il y a cette idée que les innovations, elles vont pas. On est en fait dans le storytelling et la science-fiction, on est dans le blablabla et on n'est pas dans la réalité. Deuxièmement, vos innovations, est-ce qu'on va arriver à temps? Par exemple, la fusion nucléaire en matière de climat est souvent mise en avant, mais même les partisans de la fusion nucléaire disent que ça ne sera pas disponible avant 2080. Bon, 2080, ça veut dire qu'entre-temps, on a 60 années d'émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire que bon, c'est trop tard, quoi. L'innovation, il faut qu'elle soit maintenant, ou alors c'est hors sujet. Et puis, troisième point, c'est, bon, si jamais elles arrivent et qu'elles arrivent à temps, est-ce que c'est vraiment des solutions? Est-ce qu'elles ne sont pas en train simplement de déplacer le problème en transformant, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre en déchets radioactifs, typiquement, hein. Donc, dans l'enjeu organisationnel, j'ai mis quelques exemples. Là, on voit les maisons en bois, en paille. Ici, le lait qui est rémunéré, bon, c'est une innovation organisationnelle. Ça, avant tout, il n'y a pas vraiment de nouveautés technologiques. Ce n'est pas très capitalistique, mais ça nécessite des changements, notamment réglementaires. Par exemple, pour faire des maisons en paille, les fabricants de maisons en paille, ils ont dû batailler pendant 10, 15, 20 ans pour arriver à homologuer la botte de paille. Et donc, si la botte de paille est homologuée, le bâtiment est assurable. Donc, vous voyez, des gens qui font des bâtiments non assurables, il faut vraiment être très militant. À partir du moment où le bâtiment en paille il peut être assuré, ça veut dire que déjà, il y a des gens qui sont un peu moins héros qui vont se payer, qui vont passer au bâtiment en paille parce que le niveau d'accès, il est facilité. Donc, pareil pour les énergies, pareil pour, etc. Donc voilà, des idées de changement organisationnel, ça peut être brutal parce que c'est l'effet de réseau. Il n'y a pas de raison qu'on se dise que c'est forcément lent. L'histoire peut s'accélérer. Et d'ailleurs, en fait, l'histoire, elle marche plutôt par des phases de stagnation, enfin de stagnation, d'évolution lente et puis de basculement rapide. Donc évidemment, ce récit-là, il est minoritaire puisqu'il est moins subventionné. C'est des petites entreprises, c'est des petites collectivités qui ne se payent pas le journal télévisé de 20 heures, même si il y a des reportages, il y a toutes sortes de choses, hein. Essayer aussi de créer des réseaux de maisons en paille, des réseaux de Biocop, des réseaux de ceci, des réseaux de cela. Et dans ce cadre-là, ceux qui sont en avance et ceux qui sont en retard, ils sont moins faciles à identifier que dans le récit dominant, puisqu'on est en train d'écrire en fait une autre trajectoire, une trajectoire qui est plus simplement celle qu'on connaissait, qui était de moins de capital à plus de capital. Et puis le troisième, c'est la rupture, c'est de dire, bon, tout ça c'est bien, mais ça suppose qu'on ait le temps. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, la rupture, elle va être provoquée de l'extérieur. Donc, c'est toutes les théories de l'effondrement. Bon, je peux mettre celle-là directement. Toutes les théories de l'effondrement, à savoir que il y a un moment, Internet, ça va arrêter de fonctionner. Il y aura des explosions du prix une croissance très forte du prix du baril de pétrole et les gens, ils vont du jour au lendemain réorganiser les circulations, relocaliser l'économie parce que c'est pas juste et j'ai pas envie d'utiliser la voiture, c'est que ça serait pas possible d'utiliser la voiture et donc il faudra faire autrement et un certain nombre de personnes qui se projettent, donc les collapsos et compagnie qui se projettent dans cette vision-là en disant de toute manière, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, il faut déjà anticiper le jour d'après, en quelque sorte, et mettre en place tout ce qu'il faut pour vivre dans ce monde-là. Donc là, c'est encore moins évident que le précédent. Alors, juste aussi, encore une slide ou deux, mais pour dire,
L'innovation, elle peut être sociale. J'ai parlé beaucoup d'objets, d'entreprises, sociales ou pas d'ailleurs, mais ça peut être aussi monter un mouvement social, monter une conférence. Tout ça, c'est une conférence internationale. Là, on voit Rio en 92. Tout ça, c'est aussi de l'innovation. Faire de la négociation là où il n'y en avait pas, monter un mouvement social là où il n'y en avait pas, etc. C'est aussi de l'innovation sociale. Pas de raison de penser à l'innovation organisationnelle. Il n'y a pas de raison de penser qu'on doit se restreindre simplement à des biens et des services. Et puis se dire aussi que les différentes visions de l'innovation, les différentes trajectoires, elles peuvent tout à fait coexister parce qu'elles correspondent à des publics différents qui sont convaincus, qui sont à l'écoute disons, de récits de l'avenir qui sont distincts. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui, pour commencer la discussion. Merci pour pour cette intervention riche en informations. Du coup, Monsieur Séné, si vous voulez je vais peut-être réagir dans un premier temps et ensuite faire à votre tour votre tour de parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. J'ai eu une coupure. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ouais, là, on vous entend. Ouais, d'accord. En fait, je n'ai pas eu la fin de l'exposé de Fabrice. Ah zut, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, la coupure, c'est ça? J'ai l'impression que mon image est... Alors, c'était à partir de quel moment? Je peux dire en quelques phrases Du coup, j'ai rapidement. pas tout. Bah, je sais pas ce que je peux faire. C'est les 2 dernières minutes. Ah, oui, bah, c'était plus le dernier, c'est plus autour de la rupture. Donc, et pour dire que l'innovation, elle peut être aussi sociale, c'est-à-dire mouvement social, et pas seulement mise en place d'infrastructures, de biens et de services, ou ça peut être des mouvements sociaux. Enfin, souvent, on oppose petits gestes et révolutions, mais pour qu'il y ait des grosses manifs et des gros défilés, ça commence d'abord par prendre une carte chez un syndicat et un syndicaliste qui arrive à faire un syndiqué de plus. C'est pas la révolution, c'est un petit geste aussi. Et les petits gestes font les effets de réseau petit à petit et ceux-ci se produisent de manière, disons, pas toujours prévisible, quoi. En gros, c'est ce que j'ai dit vers la fin. J'ai l'impression que ça a recoupé. Oui, il Moi, y a c'est avoir un un petit petit problème geste. de réseau. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Séné? Ouais. Moi, je vous entends, mais j'ai l'impression que mon image est figée. Oui, oui, oui. Bon, c'est pas très grave si on vous entend, c'est l'essentiel. Ouais. Bon, ça va repartir. Alors, juste un instant, voilà. Vous me dites, vous n'hésitez pas si vous m'entendez plus, parce que je sais que moi, j'ai eu plusieurs coupures sur l'exposé de Fabrice. Je ne sais pas si c'était le cas de votre côté aussi. Il y a des petites coupures, en fait. Oui, c'était par moment, ouais, mais c'était minoritaire Okay. dans l'ensemble. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, c'est pas très, très gênant. Mais... Bon, parfait. Eh bien, j'y vais. Donc, oui, en fait, mon approche, en fait, elle est assez complémentaire, en fait, de celle de Fabrice, dans le sens où, c'est vrai que là, il a présenté, en fait, la façon dont ça fonctionne, les innovations, et puis l'impact que ça a sur les populations. Et puis, en dernière partie, les problématiques, effectivement, écologiques. Et c'est vrai que vous l'avez dit en introduction, en fait, moi, je suis très focalisé sur les questions sur la problématique des solutions. C'est-à-dire que mon approche, c'est généralement d'essayer de prendre beaucoup de recul par rapport à notre monde, c'est d'observer comment ça fonctionne, quelles sont les règles du jeu, le système en place, etc. Un petit peu comme si j'étais d'une autre, on va dire presque d'une autre planète, et que j'observais ça d'un peu loin. Et, et du coup, ça amène à avoir effectivement une vision parfois assez surprenante des choses. Alors, pour vous dire, il y a quelques jours, j'ai écouté l'interview de Bill Gates par les journalistes du Monde. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. C'est très intéressant parce que
en fait, Bill Gates, il est vraiment dans cette croyance que la technologie peut résoudre tous les problèmes. Donc, pour lui, sa mission, on va dire, c'est de financer un maximum de technologies qui vont permettre de faire face au réchauffement climatique. Et en fait, à chaque fois que les journalistes l'interrogeaient sur la nécessité éventuelle de sobriété ou de décroissance, eh ben, il bottait en touche. C'est-à-dire que c'est comme si son cerveau n'arrivait pas à concevoir que ce soit une possibilité. Et c'était extrêmement frappant, puisqu'à chaque fois, il partait soit sur des questions démographiques, soit sur la question des pays intermédiaires. Et il me semble qu'à aucun moment dans l'interview, et pourtant ils ont posé 3 ou 4 questions sur cette problématique de sobriété, à aucun moment, il a accepté simplement de répondre vraiment à la question. Ça, c'est extrêmement frappant, quoi. Et donc, par exemple, ils lui ont demandé à un moment donné, mais qu'est-ce que vous faites pour effectivement la planète personnellement, à titre personnel? Il a dit, par exemple, moi, je me déplace en jet privé, mais j'ai du kérosène vert. Et donc, il a expliqué que voilà, son kérosène était fait à partir de ressources végétales et qu'il payait ça 2 fois plus cher. Pour lui, c'était important de le faire. Puis il a appris qu'il avait une Porsche électrique. Et donc, il était très fier de ça. Mais à aucun moment, il s'est interrogé sur le niveau des Américains. Est-ce qu'il ne fallait pas le réduire? Est-ce qu'il ne fallait pas qu'ils aient un autre type de véhicule qui se déplace éventuellement en vélo? Alors, je pense que là, la question ne se pose même pas encore pour les Américains, pour la plupart, si peut-être à New York, mais dans des grandes villes. Mais pour beaucoup, la question, elle ne se pose même pas. C'est assez fascinant. Et en fait, donc moi, je travaille beaucoup sur les questions d'écologie, donc à la fois de ressources, de biodiversité, et puis évidemment de climat. Quand en fait on part de la question des ressources, alors c'est là que c'est intéressant justement de prendre du recul. Imaginez qu'on vient d'une autre planète et qu'on observe les ressources qui existent et puis ce que les humains en font actuellement. Et là, on se dit qu'on est dans un délire absolu, quoi. Parce que ce qu'on est en train de faire, et notamment avec toutes les technologies qu'on invente, et la façon dont elles répondent, exactement comme Fritz l'a dit à l'instant, on est en train d'épuiser les ressources de la planète à une vitesse absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en toute logique, si on continue la façon dont on l'a fait depuis, on va dire, une vingtaine d'années, les ressources de la planète sont dévastées dans, c'est difficile à dire, hein, mais on va dire 100, 200, 300, 500 ans maximum. Il n'y a plus rien sur la planète, quoi. Ce sera complètement dévasté. Donc, on va être obligé, effectivement, de faire autrement. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que dans le discours qu'on a aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'a pas du tout intégrées. C'est de ça que je vais vous parler maintenant. Par exemple, la technologie verte, d'un point de vue purement physique, ça n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Parce que aucune technologie, en fait, n'est vraiment durable. Parce que toute technologie nécessite de la matière et de l'énergie. Alors, du coup, ça amène d'ailleurs certaines personnes à dire, mais finalement, si toute technologie épuise les ressources de la planète, il faut rejeter toutes les technologies par égard aux générations à venir. Et alors, c'est là qu'en fait, il faut arriver à trouver un juste milieu qui n'est pas du tout évident à trouver, parce que tout de même, on se rend compte que certaines innovations technologiques ont été un énorme progrès pour l'humanité. On peut penser, par exemple, à tout ce qui concerne la vue, l'amélioration de la vue. Je vois que vous avez tous les deux des lunettes, d'ailleurs. Ça, c'est un progrès immense. Imaginez-vous qu'il y a quelques dizaines d'années, et c'est encore le cas, par exemple, dans certains pays comme l'Inde, il y a des gens qui, toute leur vie, ne voient pas à plus de 2-3 mètres. Donc, ils n'ont jamais vu un paysage de leur vie. C'est quand même incroyable quand on y pense. Et tous ces progrès qui ont été faits, effectivement, par rapport à la vue, sont extraordinaires. On peut penser aussi aux progrès qu'on est en train de faire par rapport à l'ouïe, les gens qui entendent mal. Évidemment, pour les dents, les soins pour les dents, c'est quelque chose qui a beaucoup fait souffrir l'humanité pendant des siècles et des siècles. Aujourd'hui, on soigne les dents comme jamais on les a soignées dans l'histoire de l'humanité.
On peut penser évidemment aux opérations chirurgicales. Il y a également, par exemple, un progrès qui est extraordinaire, c'est pour la coupe des arbres. Rendez-vous compte qu'une tronçonneuse, ça coupe, et on va dire, entre 100 et 1000 fois plus vite que si on coupe un arbre à la hache. C'est quand même extraordinaire, et puis avec un effort qui est quand même très, très réduit. On peut penser aussi à la construction. Dans la construction, évidemment, c'est beaucoup plus facile de construire un bâtiment aujourd'hui, notamment avec les grues. Il y a tous les progrès qui ont été faits dans les tissus. On a besoin de beaucoup moins de temps, effectivement. Un des progrès qui est les plus précis, on fait un sondage auprès des ménages, qu'on leur demande quel vous ne voudrez pas passer dans la maison. Le premier qui vient, c'est la machine. Ça a été autrefois, on allait la voir. C'est énormément d'efforts. Il y a même des Je métiers. suis désolé de vous couper, Monsieur Séné, mais on ne vous entend pas très bien. Et donc, c'est un progrès immense à voir. Au pire, vous pouvez couper votre caméra si vraiment ça prend trop de bande passante. C'est pas très grave. Ouais, je peux éventuellement changer de caméra parce que j'en ai une deuxième. On va voir ce que ça donne. Oui, ça marche mieux. si vous voulez, oui. Normalement, là, pour le smartphone, c'est très bien, mais pas là. Apparemment, il y a un problème sur le réseau. Ah, attendez, juste un truc. Ah oui. On va attendre 30 secondes. Que le problème technique se règle. Voilà. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ouais. Voilà. J'ai fait une erreur technique. J'étais sur la Wi-Fi alors que ça marche mieux sur la 4G. Et vivement la 5G. Ah bah voilà, c'est le retour de l'image. Ouais, c'est bon. Ouais, non, c'était ça. Ouais. Erreur technique. Technologie, c'est formidable quand ça marche bien. Donc, du coup, oui, donc j'étais en train de parler du lavage du linge. Donc, les foyers, effectivement, aujourd'hui, pour eux, le plus grand progrès technologique, c'est la machine à laver, clairement. Donc, ce serait un peu dommage de ne plus en avoir. Et en fait, un des progrès qu'on peut faire d'un point de vue écologique, c'est d'avoir des machines à laver qui durent beaucoup plus longtemps. Donc, aujourd'hui, on sait construire des machines qui peuvent durer 50 ans, voire 100 ans, en changeant des pièces de temps en temps, éventuellement. On enlève l'électronique parce que ce n'est pas nécessaire. Et à ce moment-là, on a une machine qui est purement mécanique et qui fonctionne très, très bien. Et puis, évidemment, il y a les progrès qui ont été faits dans la mobilité. On peut se déplacer beaucoup plus facilement qu'avant. Et puis, dans la communication, évidemment, comme voilà, les progrès ne sont pas parfaits, parce qu'on a des problèmes de communication à distance, mais globalement, ça s'est quand même fortement amélioré. Alors, du coup, en fait, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ces questions-là, c'est que à partir du moment où on a des technologies, on ne peut pas prétendre à préserver la vie humaine pour l'éternité, on va dire. Pour que ce soit le cas, en fait, il faudrait vivre sans technologie, en harmonie totale avec la nature. Donc, par exemple, ne pas couper trop de bois, notamment. Et donc, ne se servir que de l'énergie qui provient de la photosynthèse, parce qu'elle, elle est complètement renouvelable. Donc, on voit bien qu'on ne le fera pas, ça, c'est clair. Mais du coup, notre objectif, en fait, aujourd'hui, ça va être de préserver la vie le plus longtemps possible sur notre planète. Donc, selon les choix technologiques qu'on va faire, on pourra la prolonger de 200, 500, 1000, 10 000 ou 100 000 ans. Voilà. Mais chaque choix technologique et son expansion, on va dire, son développement, eh bien, aura des conséquences effectivement sur le temps que l'humanité va rester sur la planète. Alors, sur la question du progrès, en fait, le critère de sélection des technologies peut bien être le progrès. Dans la mesure où un progrès, en fait, ça signifie simplement qu'une situation s'améliore, qu'un problème est résolu. Donc, en soi, l'idée de progrès ne pose pas de problème.
effectivement une amélioration. C'est mieux qu'avant, on va dire. Mais le problème, c'est qu'en fait, toute technologie, elle peut entraîner à la fois des améliorations et en même temps des régressions. C'est évidemment le cas de l'automobile qui permet un déplacement sans effort ou presque, à n'importe quelle distance. Mais son usage a des conséquences désastreuses sur les ressources, sur la pollution, sur le climat, mais aussi sur la santé et donc sur le bien-être. Donc un certain confort amélioré, on va dire, n'est pas nécessairement synonyme de progrès sur tous les plans, ce qui oblige à faire des arbitrages. Et d'ailleurs, on peut se poser la question suivante. Le progrès consiste-t-il à faire le moins d'efforts possible, ce qui est le cas avec une automobile, hein, grâce à la mécanisation notamment et à l'automatisation, par exemple dans les usines, ou bien est-ce que le progrès consisterait à faire des efforts raisonnables et épanouissants? Je pense notamment par exemple aux artisans ou aux maraîchers qui font des efforts, mais c'est plutôt agréable. On peut prendre le cas notamment de l'agriculture, où le progrès aujourd'hui consiste à utiliser le plus de machines possible, les plus sophistiquées possibles, mais en même temps on épuise les sols. Et donc on pourrait se demander si le progrès, et je pense qu'on va aller vers ça, le progrès consistera probablement à l'avenir à être plus nombreux à travailler le sol et à éviter le labour. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui les sols ne peuvent pas se régénérer justement parce qu'il y a le labour. Donc en réalité, un juste équilibre entre mécanisation et nombre d'agriculteurs doit être trouvé pour permettre une agriculture durable. Alors une autre question, par exemple, par rapport au progrès, c'est la question de notre rapport à la température. Quelque chose qui est très important d'un point de vue écologique, et notamment au confort thermique. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on perd vraiment beaucoup en bien-être quand on baisse la température d'un logement de 2 degrés? Est-ce que c'est si désagréable que ça si on met un pull en hiver? Alors, quand on sait qu'une baisse de la température des logements aurait un impact énorme sur l'épuisement des ressources et sur les émissions de gaz à effet de serre, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'avoir un débat sur le sujet, d'avoir une prise de conscience et éventuellement un engagement contractuel de chacun, de chaque ménage, envers les générations à venir? On pourrait imaginer que chacun signe un contrat en disant bah oui, je m'engage à mettre un pull en hiver, baisser la température de 2 degrés parce que ça a un impact très très fort sur les générations à venir. Une autre interrogation par rapport à la question du progrès, c'est sur la question de la sécurité. On peut se poser la question, quelle est la meilleure façon d'assurer la sécurité d'une population? Est-ce que c'est grâce à des technologies sophistiquées? Donc on peut penser à la vidéosurveillance, les alarmes, même les barbelés parfois, il y a des quartiers qui sont sécurisés. Ou bien est-ce que c'est grâce à des mesures sociales qui permettent d'éviter au maximum le développement de toute forme de délinquance? Je pense que vous avez dû remarquer que les pays où il y a la plus forte insécurité sont aussi ceux où il y a les plus grandes inégalités. On peut penser aux États-Unis, au Brésil, à l'Afrique du Sud. Et c'est là aussi qu'on trouve des quartiers entièrement sécurisés avec des hauts murs, des barbelés et des caméras. Et l'inverse est évidemment vrai pour les pays scandinaves, où les inégalités sont plus faibles et la sécurité est en réalité beaucoup plus grande. Donc, plutôt que de consacrer beaucoup d'argent à des systèmes de sécurité sophistiqués, vraiment de la technologie, il vaut donc mieux imposer un salaire minimum, une protection sociale, assurer à chacun une activité, puisqu'on sait que l'oisiveté est la mère de tous les vices, donner aussi une vraie famille aux orphelins pour leur éviter notamment de se sentir seuls et de tomber dans la misère et la délinquance, comme c'est malheureusement très souvent le cas actuellement. On voit que dans la population de délinquants en France, il y a énormément de gens, par exemple, qui sortent de la DAS. Il s'agit aussi de faire de la mixité sociale plutôt que de concentrer les populations les plus pauvres dans les grands ensembles HLM. Voilà. Donc, il y a tout un tas de mesures sociales qui permettraient d'éviter d'avoir à utiliser de la technologie. Et on voit bien que dans ce cas, le progrès ne passe pas par des innovations technologiques, mais qu'en fait, les innovations technologiques, elles viennent pallier des situations d'insécurité qui s'aggravent. Alors, le troisième point sur lequel je voudrais insister, et c'est pour moi un point fondamental qu'on oublie trop souvent,
et Fabrice en a parlé tout à l'heure, c'est que, en fait, toutes les innovations technologiques, elles posent de graves problèmes écologiques dès lors qu'elles sont développées au-delà d'une certaine échelle. Il a parlé effectivement du fait que les gens qui innovent essayent de vendre le plus possible le produit qu'ils ont créé. En fait, que ce soit la voiture électrique, que ce soit les panneaux photovoltaïques, les éoliennes ou les avions, ce qui pose problème, ce n'est pas l'innovation en elle-même. Parce que si vous avez 5 avions dans le monde, ça pose aucun problème écologique. On s'en fout complètement. Par contre, c'est le fait qu'effectivement, il y ait du tourisme de masse, qu'il y ait des milliers et des milliers d'avions qui circulent dans le monde qui pose problème. Donc ça, c'est vraiment très important de ne pas l'oublier. Et la limite est très différente selon qu'il s'agit des vélos ou des voitures, par exemple, en raison, bien sûr, des matériaux qui sont utilisés et de la quantité de matière qui est utilisée. Mais en fait, la chose, elle est vraie, quelle que soit la technologie, parce que tout objet nécessite de la matière et de l'énergie. Il n'existe donc, comme je le disais tout à l'heure, aucune technologie écologique ouverte, mais simplement des technologies plus écologiques que d'autres, et notamment que celles qu'elles veulent remplacer. Mais attention, si on remplace l'ensemble du parc automobile thermique actuel par un parc automobile électrique, qui pourrait d'ailleurs largement dépasser le parc actuel, qui est estimé autour de 1,4 milliard de véhicules, en fait, ce serait désastreux en termes écologiques. Et ce serait d'autant plus absurde qu'on peut faire bien mieux que cela. On n'est pas obligé de remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques. On peut en effet réduire l'usage des automobiles dans les zones urbaines, et ça dans le monde entier, par des vélos, des vélos mobiles et des transports en commun. Alors de la même façon, si on généralisait l'usage des couches-culottes, par exemple, jetables, à l'échelle de la planète, en suivant l'exemple des Français, qui jettent environ 3,5 milliards de couches chaque année, c'est absolument énorme, eh bien, au niveau mondial, ça représenterait 700 milliards de couches jetées et non recyclables, soit une pollution et une déforestation absolument gigantesques. Donc, heureusement que l'immense majorité du monde n'utilise pas de couches jetables. La chose est également vraie pour les piscines privées, puisque les ressources en eau sont par nature limitées. Par conséquent, l'échelle à laquelle une technologie se déploie a beaucoup plus d'importance que la technologie en elle-même. Une technologie plus écologique que celle qu'elle remplace peut tout à fait dévaster les ressources de la planète si elle est déployée à une trop grande échelle. Il faut donc trouver le bon équilibre, le bon niveau de déploiement en fonction de chaque technologie et des ressources nécessaires, des ressources disponibles. Sachant que le mieux est évidemment de les préserver au maximum pour les générations à venir. Le quatrième point, en parlant de préservation des ressources, c'est qu'il ne faut jamais oublier que le pétrole est un miracle de la nature. C'est un concentré d'énergie qui est puisé dans le sous-sol, donc qui ne prend pas d'espace à la surface, et ça c'est très important. Par conséquent, il ne peut pas être remplacé si facilement par d'autres sources d'énergie dans les usages actuels. Il faudra donc nécessairement consommer moins d'énergie, sauf à construire des centrales nucléaires un peu partout et à tout électrifier, comme le propose Bill Gates. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord pour qu'on le fasse. Et il ne faut pas non plus s'illusionner sur les ressources qui sont issues de la biomasse. Il y a toute une littérature aujourd'hui, une espèce de fantasme où on imagine que on va utiliser demain les ressources de la biomasse et qu'on va résoudre tous les problèmes et qu'on va avoir en gros presque la même consommation qu'aujourd'hui grâce à la biomasse. En fait, l'espace qui est disponible au sol est par nature limité. Les arbres, ils ne poussent pas au-delà de 40 mètres en gros, et les ressources en bois, elles sont limitées par le rythme de renouvellement des arbres. Il y a donc des limites naturelles aux ressources végétales, même si nous avons tout de même des marges qui sont relativement importantes encore. Par ailleurs, il ne faudrait surtout pas compter de façon massive sur des technologies qu'on n'est pas sûr de maîtriser à temps. Et ça, Fabrice en a parlé, c'est que la fusion nucléaire, évidemment, ce n'est pas prêt. Et surtout, moi, je pense à la capture et au stockage du CO2. Il y a une étude qui a été réalisée pour le compte des grandes entreprises françaises qui s'appelle, cette étude s'appelle ZEN 2050, imaginer et construire une France neutre en carbone. Et elle concluait en mai 2019
on pouvait sans problème continuer à avoir de la croissance et à parvenir à une économie neutre en carbone en 2050 grâce notamment à des séquestrations massives de CO2. En fait, le fait de compter sur des technologies qui ne sont pas au point pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est jouer avec la vie des générations à venir. Si ces technologies fonctionnent à l'avenir, bah, c'est tant mieux. Ça nous permettra de ralentir encore plus le réchauffement climatique, mais c'est irresponsable de compter dessus. L'avenir de l'humanité ne peut pas reposer sur des paris incertains. Par conséquent, il va falloir apprendre à faire mieux avec moins de matière et d'énergie. Ce qui est le cas d'un certain point de vue avec le vélo, par exemple. Preuve que ce n'est pas impossible et que le progrès ne passe pas nécessairement par plus de matière et d'énergie. Alors, le 5e point, ce qui me paraît vraiment fondamental, et je pense que ça va être l'objet des mois à venir, en fait, pour parvenir à faire les bons choix technologiques ou les moins mauvais choix technologiques possibles, en fait, il me semble nécessaire que ces choix soient faits en intelligence collective. C'est quelque chose qu'on ne fait quasiment pas aujourd'hui. Il faudrait en fait créer des structures, des règles, des process qui permettent de choisir en intelligence collective les innovations technologiques qui pourront être développées à grande échelle. Ainsi, on pourrait imaginer que des conventions citoyennes tirées au sort soient formées pour évaluer, avec des avis d'experts, les technologies et leurs conséquences, et qu'elles délivrent des autorisations de mise sur le marché, comme pour les médicaments. Avec de telles conventions, il est certain que, par exemple, la fabrication et la vente de SUV auraient été interdites. Une question de bon sens. Ça permettrait aussi d'empêcher la diffusion d'innovations futiles, gadgets, qui sont susceptibles de dévaster l'environnement pour rien. Alors, je pense notamment, par exemple, à la question de la voiture autonome. C'est évidemment fascinant, hein, une voiture autonome, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour les humains à long terme? Comment on peut établir en fait de façon objective, en dehors de cette fascination, le rapport entre les bénéfices d'une telle invention et puis ses inconvénients, en prenant en compte toutes les dimensions humaines et environnementales? Alors dans ces conventions, on pourrait aussi y avoir une réflexion poussée sur l'intérêt et les conséquences de la domotique, par exemple, et ne pas laisser faire, comme aujourd'hui, effectivement, l'installation de domotique dans les maisons, alors que peut-être que ça n'a juste que ça a principalement un impact négatif, mais voilà, ça mériterait en tout cas un débat. On pourrait même d'ailleurs y engager des débats philosophiques sur la direction dans laquelle on souhaite aller. On pourrait par exemple s'interroger sur le progrès que représente le remplacement de caissières ou de guichetiers dans les gares, le métro, les musées ou à la poste par des automates. En fait, on y perd de la convivialité, on y perd en humanité, et on n'y gagne rien si le nombre de caissières ou de guichetiers est suffisant. Le seul gain, en fait, il se situe au niveau financier. En fait, si pour gagner quelques centimes, encore, il faudrait être sûr que ces quelques centimes vont bien dans la poche des consommateurs et non des actionnaires, dans le cas des hypermarchés, par exemple, en fait, on perd en convivialité et en emploi. Et donc, est-ce que ça a du sens? Et d'un point de vue écologique, l'impact est très négatif puisque ces automates consomment énormément de matière et d'énergie. Donc, si la seule motivation pour installer des automates est purement financière, il faudrait soit les taxer, soit interdire carrément ce type d'automate pour en limiter le développement. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit souhaitable de taxer toutes les machines. Ça, ce serait probablement une erreur. On pourrait choisir de ne pas taxer, par exemple, les grues ou les machines à laver, les tronçonneuses, certaines machines-outils. En fait, une telle réflexion en intelligence collective, elle ne conduirait certainement pas à supprimer toutes les technologies. Elle permettrait de faire la part des choses entre l'utilité, le confort, le moindre effort, l'impact sur l'environnement et la santé, et ce, avec, me semble-t-il, beaucoup plus de sagesse, de sens de l'intérêt général et de respect des générations à venir que ne peut en avoir une Assemblée nationale qui est trop sensible au lobby, trop inquiète pour les emplois, et notamment les emplois dans la circonscription des députés, trop partisane, trop soumise à la volonté du président qui a peut-être lui-même une vision incomplète des enjeux technologiques par manque de formation à l'écologie. Alors, je finirai sur un 6e point. En fait, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont peur d'une régression. Ils ont peur de perdre une partie du confort qui a été acquis ces dernières décennies.
Mais au fond, les renoncements nécessaires sont-ils si pénibles que cela? Est-ce qu'ils seront si pénibles que ça? Ce n'est pas certain. Certes, il y a les voyages en avion. Bon. Mais en fait, les voyages en avion, ça représentait à peine quelques semaines par an pour les plus chanceux. Donc, ça ne touche pas à une grande partie de la population. Pour le reste, en fait, les compensations de ces quelques renoncements pourraient bien être largement supérieures. C'est une chance parce que ça aurait pu ne pas être le cas. En fait, on devra à l'avenir, c'est sûr, faire un peu plus d'efforts physiques et finalement, ça peut être bénéfique pour notre santé. Nous aurons peut-être un peu moins de confort, mais on aura plus de temps libre. La chance que nous avons, c'est que nous pourrons continuer à utiliser des machines, un certain nombre de machines que nous choisirons, pour alléger les travaux les plus pénibles notamment, et satisfaire ainsi nos besoins, tout en ayant des activités plus épanouissantes et plus de temps libre. Donc, c'est plutôt sympathique comme programme. Dans le domaine des mobilités, la décroissance colossale associée à l'abandon de la voiture pour le vélo, pour de nombreux citadins, correspond en fait à un progrès en termes de bien-être. Il y a des bienfaits pour la santé, moins de pollution, un climat préservé, des trajets plus rapides en moyenne en ville qu'avec une voiture, des temps de trajet qui sont aussi plus sûrs parce qu'il y a moins de bouchons, c'est aussi un moindre stress, mais avec tout de même, il faut le reconnaître, un confort un peu réduit en cas de pluie. Alors c'est un défi que les ingénieurs devront relever dans les prochaines années et c'est vrai qu'on commence à voir des idées de vélos mobiles donc qui sont couverts, qui permettent de ne pas subir la pluie. Ça pourrait se faire. Alors au final, on voit qu'en fait les technologies, elles ne génèrent pas que des progrès et qu'il revient aux humains de discerner quelles technologies doivent être développées, à quelle échelle, pour améliorer le bien-être de l'humanité de façon durable, ce qui implique de prendre en compte un grand nombre d'éléments. C'est là que c'est important, c'est en fait, on trouve parmi tous les éléments effectivement du progrès, il y a le confort, les efforts, la santé, la liberté de se déplacer, la sécurité, les générations à venir, la biodiversité. Et c'est là qu'il faut beaucoup d'intelligence collective pour arriver à choisir, à dire les moins mauvaises technologies, voire les bonnes technologies. Voilà. Merci pour ces interventions aussi riches en informations et en connaissances. Alors, on va passer, je ne sais pas si Monsieur Philippot, vous avez une remarque particulière par rapport à ce que Monsieur Séné a dit, ou alors, si vous voulez, on passe aux questions directement. Je sais pas, il nous reste quand même pas mal de temps. Ouais, je fais juste quelques mots, mais très rapides, hein. Juste rappeler que, enfin, il était question de 5 avions dans le monde, mais 5 avions, ça fera très cher l'avion. Donc, il y a une question disons, de niveau minimum de rentabilité, je dirais, c'est à 5 avions, c'est 0 avion en fait, hein. Donc, il y a un effet de seuil comme ça pour un certain nombre de produits, ou c'est ce que je disais tout à l'heure avec les effets de réseau et d'infrastructure. Il y a beaucoup de choses qui sont utiles quand elles sont quand même assez diffusées. Ça ne veut pas dire trop, mais en tout cas, quand on est dans 5 avions, c'est 5 avions fabriqués à la main. C'est plus des chaînes de montage, c'est plus, enfin, faut juste avoir ça un petit peu en tête. Sur les lunettes, je disais oui, et en même temps, on s'abîme plus les yeux. Donc, il y a toujours enfin, les objets ont des effets qui sont collectifs, hein. Les voitures, ça permet de se déplacer plus facilement, mais du coup, on va habiter plus loin, etc., etc., hein. Il y a un géographe israélien qui dit qu'on n'a pas gagné 1 minute de déplacement par jour par rapport au pharaon. Simplement, on fait plus de kilomètres dans le même temps. On se déplace toujours une demi-heure à 1 heure par jour. À l'époque des pharaons, c'était aussi une demi-heure à 1 heure par jour, mais ils faisaient 3 kilomètres en une demi-heure à 1 heure, et nous, on fait 20 kilomètres. Donc, ça a étalé les villes, mais on n'a pas gagné de temps en réalité. Donc, il faut voir un peu qu'est-ce qu'on mesure. Donc, tout ce qui est plus facile, et bah, c'est peut-être pas les bouchons, c'est bien aussi parce que ça évite justement d'utiliser la voiture. Et puis, sur les conférences de citoyens, moi, je suis assez d'accord, mais plus largement, c'est aussi une question de qualité de l'espace public. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une instance dans un coin qui va prendre ce qu'on a vu avec la conférence de citoyens sur les changements climatiques. C'est très bien ce qu'ils ont dit, sauf qu'ils sont quand même très loin de la population. Ils sont comme si la population, enfin, ils sont représentatifs de la population, mais une population qui aurait appris. Or, pendant que les citoyens ont appris, les autres n'ont pas appris. Donc, il y a un élément à ce niveau-là qui
qui me paraît, moi, assez centrale. Et ce que j'avais proposé, et je m'arrête là, comme mesure sur la sobriété numérique, c'était que Monsieur Samsung, quand il propose sur le marché son téléphone 5G 8K, le dernier, là, bah, il est obligé, comme pour les entreprises de pharmacie, de faire une autorisation de mise sur le marché. Et cette autorisation de mise sur le marché, elle fait un peu ce que propose le Haut Commissariat sur le climat, le Haut Conseil sur le climat, qui propose de, en fait, mais moi j'ai eu l'idée avant, de faire ce que fait le Shift, c'est-à-dire que les entreprises sont obligées de chiffrer d'un point de vue de trajectoire matérielle, énergétique et même sociale, si on peut, ce qu'elles sont en train d'essayer de faire. Et elles le rendent public avant de commercialiser. En ce moment, on fait d'abord la prospective sur la 5G avant d'autoriser la 5G. C'est ce genre de choses, quoi. Et quand on fait la prospective, on éclaire le débat public. Et une fois qu'on voit où nous mène la 5G, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant que ça de monde qui veuille souscrire en bas. Voilà, c'est tout. Merci pour cette réaction. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, M. Séné. Allez-y. Oui, avec plaisir. Oui, sur la question des avions, en fait, c'est parce que récemment, j'ai vu un reportage sur les débuts de l'aviation. Et en fait, le premier usage de l'aviation en dehors des essais, on va dire, ça a été l'aéropostale. Et effectivement, ça avait du sens. On pouvait imaginer de transporter, par exemple, des courriers avec des avions, et on aurait pu s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, ben non, on va pas créer des avions pour transporter des passagers. Et effectivement, on n'aurait pas eu les problèmes qu'on a aujourd'hui avec l'aviation, puisque, en fait, en dehors de la pandémie qu'on vit actuellement, on était parti pour développer l'aviation de façon absolument incroyable. Et on était sur des voyages low cost, etc. Et on n'arrivait plus à se mettre des limites, en fait. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire que, effectivement, si on est capable de se mettre des limites, c'est pas très grave d'avoir des avions, honnêtement. Parce que quand on nous dit, ben voilà, l'avion, c'est pas bien parce que ça pollue, etc. Ouais, mais sauf que si vous avez effectivement un nombre d'avions limité à l'échelle de la planète et que ça sert que à des choses précises, vraiment qui nous paraissent être les bonnes choses à faire avec un avion, ça pose pas de gros problèmes. Le gros problème, il est si effectivement on ne met aucune limite au développement des aéroports, des avions, etc. Donc c'est vraiment là-dessus, en fait, notre plus gros problème aujourd'hui, je pense, c'est notre quasi incapacité à nous mettre des limites. La voiture, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que si vous dites que la voiture est un moyen de locomotion universel dans le monde entier et que les Africains, les Sud-Américains, les Chinois, les Indiens considèrent qu'effectivement, c'est leur objectif dans la vie d'avoir une voiture, on a un très, très gros problème là. En revanche, si vous dites, dans certains cas, la voiture, ça a du sens et c'est mieux de faire avec une voiture que de faire avec un autre véhicule parce que ceci ou cela, et qu'on limite le nombre de voitures au niveau mondial, ben, effectivement, on réduit le problème. Et à la limite, ça ne devient presque plus un problème. Imaginez par exemple que les véhicules ne servent qu'à transporter les personnes handicapées. Vu le nombre d'handicapés dans le monde, ça ne poserait pas un énorme problème. Donc voilà, c'était réflexion sur la question du nombre. Du coup, merci. Alors, on va passer aux questions. Alors, il y a une première question qui a été posée par Estelle à propos justement du progrès. Donc, elle pose la question, est-ce que l'objectif est de prolonger la vie ou donc la vie de l'espèce humaine le plus longtemps sur la planète? Et il y a une deuxième intervention, c'est de toute façon, est-ce que le progrès va conduire à l'extinction de l'espèce humaine, voire de la vie sur Terre? Je vous laisse réagir. Après, c'est pas le progrès, hein, dans ce cas-là. Dans le progrès, c'est pas forcément à connotation positive. Ça peut être, par exemple, aller d'un endroit à un autre, c'est progresser d'un endroit à un autre, mais c'est pas forcément bien. Enfin, c'était peut-être pas la bonne direction. En tout cas, c'est quand même progresser d'un endroit à un autre. Donc, bon, tout dépend de quoi parle-t-on quand on parle de progrès, et puis prolonger, je ne sais pas qui, à
l'objectif de prolonger la vie humaine le plus longtemps sur Terre, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'extinction, on n'est pas sur ces enjeux-là aujourd'hui quand même. Il faudrait quand même un effondrement vraiment très, 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 très effondrant pour que ça entraîne l'extinction de l'espèce humaine. Après, aujourd'hui, il y a déjà des centaines de millions de réfugiés climatiques. Donc, on est déjà, enfin, pour une partie de la population, l'effondrement, c'est maintenant. Nous, on est dans des parties du monde où on est quand même pas très touché par ces situations-là. Mais voilà, il faut savoir que les changements climatiques sont déjà là, ce qu'on on a évoqué, mais il n'y a pas que ça non plus. Ça peut être les dimensions économiques. Je sais pas, je suis dans le cadre voilà, je suis allé dans un des villages les plus pauvres de France à côté de Bordeaux, là, et bon, on voit bien que l'effondrement, c'est maintenant aussi. C'est une petite ville, il y a la moitié des pièces et des commerces et des habitations et des commerces qui sont inhabités. Et si inhabité, ça se dégrade. Et on voit qu'il y a à de nombreux endroits, c'est suffisamment dégradé pour commencer à s'effondrer un peu. Donc, dans ces endroits-là, et dire, parler d'effondrement, c'est dire, oui, c'est plus facile parce qu'on le voit, plutôt que dans les endroits qui sont favorisés où ça a l'air un peu théorique. Hein, mais voilà, bon, j'ai pas d'autres réactions là-dessus, hein, juste peut-être un peu relativiser ces questions-là. Oui, alors, moi, je relativiserai un petit peu moins sur le coup, parce que, en fait, la trajectoire sur laquelle on est aujourd'hui, c'est que ça fait quand même une bonne vingtaine d'années qu'on a pris conscience, même une trentaine d'années qu'on a vraiment pris conscience des problèmes. Et quand on regarde la courbe des émissions de CO2, en fait, on n'a aucun résultat, soyons clairs. Elles n'ont pas baissé, elles ont augmenté régulièrement. Dans certaines zones, elles ont un peu baissé, mais très, très légèrement. On sait que si on continue sur la même courbe et qu'on est incapable, et il faut pas, comment dire, faut pas croire que on va y arriver. Hein. C'est pas du tout certain parce que si effectivement, comme je disais, les Indiens ou les Chinois se mettent à acheter tous des voitures et les Africains voient leur niveau de vie s'élever comme le nôtre, ce qui techniquement n'est pas du tout impossible. Hein. En plus, ils ont des ressources minières, etc. Donc, il leur manque juste les usines, la technologie, etc. Et ça peut arriver très vite avec des investisseurs. Si donc tout le monde atteint notre niveau de vie, il n'est pas du tout techniquement impossible que d'ici la fin du siècle, la température a augmenté en moyenne sur la planète de 5-6 degrés. Et à 5-6 degrés d'augmentation, les zones qui sont effectivement au centre sont carrément invivables. C'est-à-dire que vous avez des zones entières où il fait plus de 40 degrés pendant plus d'un mois et c'est juste impossible à tenir. Hein, un humain, il peut pas. Enfin, plus de 45 degrés, on va dire. Euh, et vous avez des zones au nord qui vont avoir de tels changements, notamment de la végétation. La végétation, elle ne peut pas s'adapter aussi rapidement que ça, qu'il n'est pas impossible qu'on n'ait pas assez à manger. Donc, c'est vraiment, quand on dit il y a urgence climatique, c'est vraiment pas une blague. Hein. C'est qu'on a intérêt à faire très, très vite pour effectivement, et sachant que les émissions d'aujourd'hui, c'est celles qui vont avoir des conséquences sur les 20 prochaines années. Donc, on a intérêt à se grouiller, quoi, pour dire les choses clairement. Il y a une sacrée urgence. Alors, j'ai mis un petit lien là, dans le chat parce que il est possible que les 4 à 5 degrés, ça soit d'ici 30 ans donc, et pas d'ici 70 ans comme ce qui paraît très très loin. En fait, ça voudrait dire que 55 degrés en France, je rappelle que la vallée de la mort dans le Colorado, c'est 54 degrés. Hein. Donc à 55 degrés, il fait vraiment très très chaud. Ça pourrait être dans 30 ans, c'est-à-dire dans 30 ans, c'est vrai que les jeunes de 20 ans maintenant, ils auront 50 ans. C'est ça que ça veut dire. Parce que, alors tout ça, c'est parce que le climat est très mal connu et donc suivant si on retient des hypothèses pessimistes entre guillemets ou optimistes, ben, on arrive à des résultats qui sont différents. Et ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'à 55 degrés, c'est la limite maximum pour l'utilisation d'un briquet.
Donc, il se passe des choses complètement inconnues à ces températures-là. Et déjà, là, à l'heure actuelle, un des éléments que personne n'avait vu venir, effet du réchauffement climatique, c'est que comme il fait plus chaud et il pleut plus en même temps, quand il fait plus chaud, la Terre se rétracte plus que d'habitude. Quand il pleut plus que d'habitude, la Terre, elle s'étend, elle s'expand plus que d'habitude. Et il y a 10 à 15 des maisons françaises qui sont déjà bien fendues et ça peut conduire jusqu'à l'effondrement des maisons, par exemple. Donc, et là, on est à 1 degré de réchauffement. Hein. Ok, on va passer à la question. Merci pour ces réponses. On va passer à la question suivante. Oui, alors c'est Pierre qui nous écrit. Donc, Monsieur Séné, vous parlez du paradoxe de la technologie vis-à-vis de l'environnement, qui est très intéressant. Pourtant, si nous revenons à son étymologie, la compétence, il me semble que vous omettez le fait que la technologie n'est pas forcément un outil ou une machine, mais aussi l'étude des techniques. On parle donc aussi de la conception et non pas forcément d'un outil. Dans ce sens-là, de technologies comme savoir-faire, finalement, ne pourrait-elle pas justement être un levier vers une certaine ouverture, vers une connaissance, une connaissance non, environnementale, par exemple, l'optimisation des ressources, l'étude des villes propres, etc. Ouais. Et tout le problème des mots, c'est qu'ils ont plusieurs sens, pratiquement toujours. Et donc, quand vous m'avez proposé le sujet effectivement sur les technologies, j'ai imaginé que vous vouliez que je parle effectivement des techniques, mais des techniques objets, on va dire. Et, c'est vrai qu'on pourrait très bien parler de technologie, par exemple, à propos, par exemple, justement de la Convention citoyenne. On pourrait dire que c'est une technologie sociale. Mais c'est quand même moins utilisé effectivement sous ce terme-là. C'est vrai que quand on dit technologie tout de suite. Alors d'ailleurs, c'est même pire que ça, c'est que donc j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps sur les technologies et je cherchais une image pour illustrer. Et en fait, on m'a donné que de la high-tech. Il n'y avait que des images de numérique, d'ordinateur, de machin, tout ça. Donc, comme quoi, c'est vraiment associé à ça, la technologie. Et du coup, moi, j'ai choisi une image de bois. Euh, donc, c'est aussi, voilà, il y a beaucoup de technologies dans le bois, hein, mais c'est pas le même type de technologie. C'est vrai que si on vous dit sculpture, par exemple, vous associez pas nécessairement ça à de la technologie. Et pourtant, ça demande des outils. Voilà. Bon. Après, je Merci pense pour qu'il faut distinguer technique et technologie. Il y a des techniques dans tout. Par contre, dans technologie, il y a un petit bout en plus qui est logie. Et logie, logos, logique et discours. Donc, technologie, c'est plus une logique d'évolution technique ou une logique de trajectoire technique, de succession de changements techniques, un discours sur cette trajectoire. Et donc, on va retrouver les 3 trajectoires que j'évoquais. Elles sont toutes les 3 techniques, mais elles ont, disons, c'est 3 technologies différentes, 3 évolutions différentes. Et le sens dominant, effectivement, c'est le récit dominant. Et le récit dominant, c'est d'autant plus technologique, d'autant plus dans le sens de l'histoire que c'est capitalistique. Et donc, c'est ce qui est présent dans l'espace public. Donc, ce n'est pas étonnant que quand on dit technologique ou quand on dit la bourse des valeurs technologiques ou des choses comme ça, on regarde le vocabulaire qui est utilisé dans l'espace public. Et ce vocabulaire, il part de la machine à vapeur pour aller au numérique. Et pourquoi le numérique? Parce que c'est plus capitalistique que la machine à vapeur. C'est ça le dénominateur commun. Il y a plus de capital, plus de division du travail, etc. etc. C'est la logique de l'expansion et du changement technique depuis 150 ans. D'accord. Merci pour vos réponses. Victor, je ne sais pas si tu veux poser la… Alors, ouais, moi, pour le coup, j'avais une question. Alors, moi, pour présenter, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais je fais des études d'ingénieur. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'innovation au sens large qui est assez grandissante et un peu imposante, comme la 5G, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, alors en tant qu'acteur, plus tard en tant qu'ingénieur, mais aussi en tant qu'acteur dans le quotidien? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Parce qu'on nous l'impose majoritairement la 5G euh,
au sens large. Et qu'est-ce qu'on peut faire, selon vous, face à tout ça, quoi, face à l'innovation qui grandit et qui n'est pas très écolo, quoi. Moi, mes étudiants sont des ingénieurs, en grande partie, donc je vois le profil. Moi-même, j'ai commencé par les études d'ingénieur d'ailleurs. Euh, les ingénieurs, en fait, on les retrouve dans toutes les trajectoires techniques que j'ai évoquées, c'est-à-dire que c'est assez fascinant de voir la quantité d'ingénieurs qu'il y a dans les milieux décroissants ou collapsaux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens avec des profils de sciences dures et pas très sciences sociales, ce qui d'ailleurs, c'est un des points faibles aussi de ces approches-là, de ne pas bien, disons, conceptualiser la société et d'aller un peu vite de grandes tendances planétaires à l'effondrement des sociétés, quoi. C'est vrai que pour les spécialistes des sciences sociales, ça paraît quand même un peu brutal et un peu lisse, manquant de finesse et de nuances, quoi. Mais les ingénieurs, on les retrouve partout. Ils sont évidemment dans la technologie et dans le scénario la technologie va nous sauver, mais ils sont aussi dans le scénario technologie organisationnelle ou technique organisationnelle, changement organisationnel. On peut penser au scénario Negawatt, notamment. Derrière, c'est surtout des ingénieurs, en fait, hein. Et Negawatt, même s'ils se sont ramollis un petit peu avec le temps, c'est quand même du changement organisationnel avant tout. Donc c'est bien la vision numéro 2, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on plafonne le nombre de mètres carrés par personne, des choses comme ça. Donc il y a de la sobriété, on réorganise les filières, on produit l'énergie différemment avec des techniques qui existent depuis 40 ans. Le solaire, l'éolien, c'est validé depuis très longtemps, donc ça marche très bien, c'est robuste. Il n'y a pas vraiment de défi technologique, sinon peut-être de faire baisser le prix ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de gros défi technologique. C'est comme le moteur thermique, tout est connu dans le moteur thermique. Il y a très très peu les innovations sont vraiment très très incrémentales par rapport. Avant 1900, on connaissait tous les principes qui sont utilisés dans le moteur thermique, y compris dans le moteur électrique d'ailleurs, hein. Depuis, il n'y a pas beaucoup de changements et dans l'ordinateur aussi, c'est pareil, hein. Les ordinateurs actuels sont tous des machines de von Neumann qui ont été conceptualisées en 1945 et depuis, c'est que de l'incrémental. Donc, voilà, on peut avoir l'impression que tout change alors qu'en fait, rien ne change parfois. Et dans ces différents scénarios, après, faut trouver un moyen de s'insérer et d'utiliser les compétences de l'ingénieur qui sont de conceptualisation technique et en général. Et pour ce qui est de la 5G, là, il y a un peu. C'est pas encore complètement passé, on va dire, hein. Il y a quand même de l'opposition assez forte qu'il n'y a pas eu sur la 4G. Donc, on voit quand même les choses ont pas mal évolué sur le numérique où depuis 2-3 ans, alors que les discours étaient triomphants jusque-là, aujourd'hui, il y a quand même une inquiétude parce que la trajectoire du numérique en termes de gaz à effet de serre, justement, c'est le secteur le pire de tous. C'est celui qui progresse le plus vite. Le numérique est vraiment très, très problématique et pour l'instant, ça n'a pas été repéré comme tel. Numérique, c'était immatériel, léger, il ne consomme pas beaucoup et tout, et alors qu'en fait, c'est vraiment pas ça. Et donc, ouais, moi, j'ai l'impression quand même, pour m'intéresser à la chose depuis une quinzaine d'années, qu'il y a 15 ans, quand on disait ça, on disait, bon, enfin, on était le triste cire qui trouvait des défauts à tout, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut peut-être pas faire la 5G et surtout pas la 6G, quoi, parce que la 6G, elle est dans les tiroirs aussi, hein. C'est à quel moment on s'arrête. Donc, ça rejoint un peu la discussion sur l'aéropostale. Peut-être que la 4G, ça suffit bien. Et oui, ça va créer de l'encombrement. Ça sera la fin de la neutralité du net. Il va falloir établir des priorités, savoir qui circule pas, si c'est les handicapés ou pas, si c'est regarder son film tranquillement dans le TGV, si c'est pas un peu abusé en termes de trafic. Et oui, il faudra réguler les circulations avec des échelles de priorité. Voilà, c'est pas un très grand changement, c'est pas les Amish, comme disait Macron. Donc voilà, mais il y a une bataille en ce moment qui est importante sur ce sujet-là. Je veux bien dire deux mots là-dessus. En fait, c'est assez drôle parce que donc j'ai fait une conférence sur les technologies jeudi soir et il y avait le responsable des questions climatiques de chez Orange qui était présent. Et donc, on a parlé évidemment à un moment de la 5G.
Et il rebondissait en fait sur une chose que je disais, c'est que, à mon avis, il y a deux problèmes là-dedans. Le premier problème, c'est la difficulté à penser la complexité. Je vais en dire trois même. La deuxième, c'est la difficulté à nous mettre des limites. Et la troisième, c'est justement pour nous mettre des limites, la difficulté à décider en intelligence collective. Donc, sur la première, la complexité, c'est que, en fait, il expliquait très bien, la 5G, elle consomme moins que la 4G. On va dire par unité. Ça veut dire que si on remplaçait la 4G par la 5G et qu'on était capable de nous limiter, de ne pas consommer plus qu'avant, eh bien, ce serait écologique. Mais le problème, c'est justement l'effet rebond. C'est qu'on risque de consommer beaucoup plus. Et donc, ce qui nous manque, c'est effectivement d'être capable à un moment donné, c'est pour ça que je parlais de convention citoyenne, de se limiter et de dire, par exemple, pour l'usage du numérique, on dit les enfants, pour des raisons de santé notamment, ne doivent pas aller sur une tablette avant l'âge de, je ne sais pas quel âge, 8 ans, 10 ans, je ne sais pas, à décider, à voir ensemble. Il y a des médecins qui savent mieux que nous ces choses-là, probablement, ou des psychologues. On pourrait imaginer de se limiter par jour, de se dire, voilà, l'ordinateur, il ne fonctionne pas plus de 3 à 4 heures. Alors, ça dépend évidemment de l'activité qu'on a. Et si on est en période de pandémie, évidemment, ça change un peu les choses. Mais on pourrait très bien le décider collectivement et se dire, l'ordinateur s'éteint au bout de 4 heures et après, j'aurai une autre activité voilà, sociale, je vais voir des amis, je vais faire autre chose, etc. On peut décider des choses comme ça. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Aujourd'hui, on se laisse collectivement la liberté absolue de regarder, on va dire, 10 heures par jour, notre tablette, notre ordinateur, notre smartphone, etc. Ce qui n'est pas bon pour notre santé, c'est clair. On le sait en plus, mais voilà, c'est assez addictif. Et donc, on a vraiment besoin de ça. Et ça veut dire que si on arrivait à faire ça, et qu'en plus, on arrive à décider que, au lieu d'avoir 3 antennes de 3 opérateurs au même endroit, on n'en aurait qu'une seule, donc ça fait moins de matière, et qu'on met que de la 5G, et qu'on fait en sorte que ce soit durable, que ça nous suffise pour les 10 années à venir, ça change tout à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe que... on a l'impression que voilà, il faut refuser la 5G, mais continuer à consommer comme des fous. Ben non, c'est pas non plus la solution. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, l'opérateur en question, donc Orange, disait, mais en fait, si nous, on commence à installer de la 5G, c'est parce que la consommation augmente et qu'on sait que ça va saturer. Et que les clients, ils vont pas être contents à un moment donné parce que ça va pas marcher. Donc, il y a vraiment voilà, faut vraiment prendre en compte tous les éléments et c'est là qu'on fait vraiment de la politique. Et c'était le responsable climat qui disait ça. En fait, le problème, c'est que les entreprises ont toujours un double discours qui est d'un côté, on va dire, le responsable R&D ou le PDG qui va prendre sa casquette d'industriel responsable et qui va dire c'est pas de ma faute, c'est le consommateur et les gens vont pas être contents, on est obligé de leur mettre la 5G parce que c'est les sangsues qui veulent toujours consommer plus. Et puis de l'autre côté, il y a le service commercial marketing qui crée la demande qui n'existait pas. Et, et, donc, si les gens consomment, c'est bien parce que, et moi je suis chez Orange, quand je vais sur le portail, ils m'attraquent à fond pour expliquer que la 5G, c'est génial, quoi. Donc, voilà, c'est un moment, il faut aussi que les côtés régulation de comment la demande se crée, c'est un peu là-dessus que je vais insister aussi. C'est pas simplement des choix individuels de moi je décide de, ou alors des assemblées où on déciderait puis ça aura un effet sur toute la société. C'est pas comme ça que les normes sociales évoluent en fait. D'ailleurs, je dis pas que ça joue aucun rôle, mais il faut pas penser que c'est la solution qui permettrait de tout changer. En fait, ça joue un petit rôle et c'est vrai que moi, dans le bouquin que j'ai publié récemment, qui s'appelle L'impératif de la sobriété numérique, je rejoins l'idée que ce qui est important, c'est les architectures de choix, c'est-à-dire, bien sûr, il faut prendre des décisions, il faut des assemblées des citoyens et toutes ces choses-là, mais
Nous sommes tous des animaux un peu bébêtes avec une capacité d'attention limitée. Et aujourd'hui, qui est-ce qui pilote les foules via les architectures de choix pour qu'ils consomment toujours plus? C'est quand même les entreprises, le marketing, y compris l'État. J'ai relu tous les rapports du CREDOC, notamment le Centre d'études des modes de vie de 1997 jusqu'à 2019 sur le numérique. Et le CREDOC, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'étudier les populations pour voir pourquoi elles n'adoptent pas le téléphone portable, pourquoi elles n'adoptent pas l'ordinateur. Alors d'abord, l'ordinateur se diffuse dans les entreprises parce que c'est trop cher. Tant mieux, ça va faire que les CSP+, vont s'habituer à utiliser l'ordinateur. Et comme elles sont plus riches, elles vont le ramener à la maison. Comme elles vont le ramener à la maison, ça va faire envie aux pauvres. Et puis, il va y avoir comme ça, tout le monde va adopter petit à petit l'ordinateur. Alors, il théorise un petit peu aussi, oui, alors c'est bien d'avoir l'ordinateur, mais que fait-on avec l'ordinateur quand il n'y a pas Internet? Il n'y a que des CD-ROM et des DVD, c'est pas pratique, il faut absolument qu'il y ait Internet. Donc, on va pousser les réseaux, la DSL, etc. Enfin, il y a toute une stratégie quand même quand on regarde l'histoire et qui fait que c'est cette stratégie-là qui doit être appropriée de manière plus large par la population, de manière à créer se réapproprier les normes de consommation qui sont collectives. C'est pas seulement moi je choisis. Oui, ça c'est une dimension, hein. Comme disait un sociologue, c'est la dimension style de vie. C'est moi mes choix, mais le mode de vie c'est collectif. C'est les infrastructures, c'est les habitudes que nous avons en masse. C'est pourquoi il y a la pointe de consommation d'électricité à 19h le soir en hiver, parce que tout le monde allume son chauffage, parce que tout le monde fait la même chose au même moment. Et c'est ce qui fait que les enfants des classes populaires, par exemple, dans les lycées, achètent quand même des iPhones, non pas parce qu'elles aiment les iPhones, mais elles ont bien conscience que ça ne sert à rien et que ça leur coûte très cher, mais sinon le gamin il va être stigmatisé, c'est des choses comme ça. Donc c'est des dynamiques collectives en réalité. Quand on est dans le choix individuel, en fait, on est déjà dans les CSP+, qui ont un niveau disons, de maîtrise de leur milieu qui est pas celui de monsieur et madame tout le monde. Et justement, à ce propos, moi j'ai le sentiment que pour que de nouvelles normes sociales s'imposent, si on peut dire, de nouvelles pratiques en tout cas, il faudrait que ça se passe aussi au niveau local. C'est-à-dire qu'en fait, l'un des outils les plus puissants qu'on peut observer, c'est quand un petit groupe se réunit et qu'il y a une personne qui dit à l'autre « Ah ben moi je fais ça et c'est génial, etc. » Et les autres, en fait, justement par mimétisme et pour être inclus dans le groupe, limite. Et en fait, on voit ça dans les associations. Évidemment, quand il y a des échanges, dire ben moi j'ai changé d'opérateur, j'ai changé de banque, etc. Et hop, tout le monde se met à changer de banque. Je pense qu'il faudrait en fait créer une forme d'architecture très très fine au niveau local et par exemple par quartier, créer des groupes qui essayent de progresser sur leur façon de se déplacer et puis sur leur alimentation, etc. Aujourd'hui, en fait, une des choses qui fait que ça progresse pas assez vite, c'est qu'on est effectivement très isolés les uns des autres, très individualistes, et en fait, les messages principaux qu'on subit sont ceux de la publicité. Donc, effectivement, on reçoit un certain nombre de messages qui vont pas dans le bon sens. Et on aurait besoin d'être plus socialisé et d'être plus en lien avec les gens et nos voisins hein, au niveau local et d'évoluer ensemble. Et ça, c'est un truc qui existait hein, dans les villages, voilà, c'était beaucoup plus en lien et qui a presque disparu, parce que des gens peuvent très bien vivre dans le même immeuble et ne pas se connaître. Ok, merci pour ces réponses et ces nouvelles questions qui étaient amenées. Du coup, il y a Estelle qui nous pose une autre question. Elle dit, je pense également que l'intelligence collective pourrait être la meilleure solution pour réguler l'innovation. Délibérer sur le fait de développer telle ou telle technologie ou système. Le problème est qu'aujourd'hui, le développement technologique est aux mains du secteur privé. Donc, comment les obliger, entre guillemets, à intégrer cette dimension d'intelligence collective et surtout respecter et appliquer les conclusions qui en ressortent? Ça paraît impossible, on n'arrive déjà pas à le faire dans le public, comme la Convention citoyenne pour le climat. Je vous laisse répondre. On l'a dit un tout petit peu tout à l'heure, c'est que sur certains produits, il y a des autorisations de mise sur le marché. On peut très bien le généraliser. On peut faire une évaluation
quand, par exemple, une entreprise veut commencer à vendre un produit, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait une évaluation qui soit faite et qu'on dise à l'entreprise, bah, écoutez, non, là, c'est pas possible. Et on pourrait le faire dès le moment où elle commence à faire des recherches, ce qui éviterait effectivement de gâcher on va dire de gâcher de l'argent là-dedans. Mais il faut le faire au bon moment parce que parfois, elles commencent à chercher sur un truc et en fait, elles peuvent bifurquer sur autre chose qui, lui, va être bon. Donc, il ne faut pas non plus bloquer la recherche. Par contre, si, par exemple, on est sur du véhicule autonome, hein, on peut se dire, bah, tiens, peut-être que le véhicule autonome, il peut être utile dans un cas précis pour faire une chose précise, et on autorise effectivement la recherche dans cette zone précise. Et puis on dit, mais oubliez complètement d'avoir des véhicules autonomes qui fassent taxi dans toutes les villes, à tous les endroits, ça c'est pas possible, quoi. Et donc en fait, il faudrait que effectivement il y ait au sein des entreprises, si on peut dire, des sortes de comités de citoyens, si on peut dire, qui suivent un petit peu ce qui se fait, qui disent à un moment donné, oula, là ça part dans un truc, ça nous paraît pas bon, et qu'à ce moment-là, ils fassent appel à des experts, à un ensemble de gens qui réfléchissent. Est-ce qu'on les laisse continuer là-dessus ou pas? Et il y a des fois, franchement, regardez sur le SUV, mais sérieusement, c'est un délire pur. On aurait pu arrêter ça dès le départ, en disant ça, c'est pas possible, ça va pas dans le bon sens, ça nous fait gâcher des ressources. Et s'il y avait eu une implication, une structure, un truc qui fasse qu'effectivement, à un moment donné, on dit stop, on arrête ce délire, ça aurait pu se faire. Mais là, il n'y a rien, effectivement. Là, les entreprises, ces entreprises-là, en tout cas, sont autorisées à vendre ce qu'elles veulent. Et plus ça rapporte, et plus on est content parce que ça fait plus d'emplois. Ben non, c'est pas la bonne stratégie, ça c'est clair. D'un point de vue écologique, c'est très problématique. Est-ce que vous voulez réagir, monsieur Filippo? Non, pas particulièrement. Ok. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas trop de questions dans le chat, dans la section questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez, ou à lever la main pour prendre la parole. Moi, j'ai encore une autre question, justement. Qu'est-ce que vous pensez, enfin, on l'a un peu évoqué avant, mais de faire une sorte de convention citoyenne, mais orientée autour de la technologie, et justement pour essayer de repenser ce que vous disiez un peu, Monsieur Séné, à propos de la pensée commune sur ce qu'est la technologie. Est-ce que c'est vraiment purement à base enfin, est-ce que c'est vraiment des robots et vraiment de la high-tech, la technologie, ou est-ce que c'est vraiment un peu autre chose? Donc, est-ce que vous pensez de faire des sortes de conventions citoyennes pourquoi pas créer des technologies à part entière? Pour créer des technologies, Oui, ou créer on va dire, innover sur la manière de penser sur les technologies et sur le progrès, ou du moins essayer de voir ce qu'il en ressort, quoi. pour moi, il y a une chose qu'on ne fait pas du tout et qui serait vraiment mais super, super intéressante de faire. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, sur la voiture autonome, donc c'est la Fabrique écologique a fait un rapport et il disait en fait que une des choses qui était très frappante, c'est que en fait, la plupart des pays se sont lancés à fond dans la voiture autonome pour plusieurs raisons et pour de mauvaises raisons parfois. Première raison qui est classique hein, dans toutes les technologies, c'est la fascination. Là, on est comme des gosses, on se dit waouh, c'est un truc qui. Alors, le dernier truc qui m'a beaucoup amusé, c'est un échange sur LinkedIn où quelqu'un montrait des taxis volants. Et alors, techniquement, ça y est, c'est au point, on le voit, le taxi, enfin, le véhicule, il décolle, il n'y a pas de problème, c'est dans un hangar. On voit que ça peut être, ça peut marcher. Là, on est vraiment sur la dimension d'un gosse qui s'émerveille. Bon, c'est vrai, c'est fascinant, il n'y a pas de problème. On est tous d'accord, c'est totalement fascinant. Après, on devient adulte. On dit, ben, est-ce que ça va nous servir? Est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes de sécurité? Est-ce que ça, voilà, il y a tout un tas de questions qui se posent derrière, que pose justement la Fabrique écologique, qui a fait un rapport là-dessus, puis les questions écologiques, évidemment, qui sont très, très grandes. Et quand on devient adulte, on se pose des questions sérieuses, et des questions très sérieuses.
C'est mais au fond, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'il s'agit juste de se déplacer ou est-ce que juste on trouve ça trop génial et on a envie de se déplacer avec? Deux choses différentes. Et en fait, quand on est dans une assemblée, effectivement, où on va commencer à parler de choses sérieuses, eh ben, on va peut-être être surpris par les sujets, enfin, par les discussions qu'on va avoir. C'est là que ça va devenir intéressant parce que c'est très profond, c'est très philosophique au fond tout ça. Parce que à la base, la question, c'est juste de se déplacer. Et Fabrice le disait tout à l'heure, c'est les Égyptiens, au fond, ils ne prenaient pas plus de temps par jour pour se déplacer. Ah bah tiens, c'est une réflexion intéressante. Alors, au fond, est-ce que quand on se déplace, on a envie de ne rien faire et de pouvoir lire? Tiens, c'est une question intéressante. Ça s'appelle un transport en commun, pas bondé de préférence, sinon c'est compliqué. Ou est-ce qu'on a envie d'être au volant de son propre véhicule pour pouvoir partir de chez soi, de devant chez soi à son bureau, pile devant son bureau? Encore faut-il avoir une place de parking. Mais c'est des questions qui sont très profondes au fond, parce que il y a même des questions de santé qui viennent immédiatement. On sait en fait, en matière de santé, qu'il faut faire une certaine durée de marche par jour. Les Américains ont conçu un système dans lequel ils sortent de leur garage avec leur voiture, ils arrivent au bureau avec leur voiture. Et le résultat de tout ça, entre autres choses, hein, c'est qu'il y a maintenant 40% des Américains qui sont obèses. C'est aussi une question d'alimentation, évidemment, mais la question de ne faire aucune marche, parce qu'on en est là, hein, quasiment aucune marche par jour, est un drame humain. Et bien ça, dans une assemblée citoyenne, vous pouvez le soulever et dire, ben, on refuse tous les types de transports qui nous emmènent d'un point A à un point B sans avoir à faire de marche, parce que c'est pas bon pour nous. Et on se retrouve à ce moment-là avec des stations Vélib. Enfin, c'est intéressant, les stations Vélib. Il faut déjà faire un peu de marche, après vous faites du vélo, etc. Et voilà. Et sur les voitures, pareil, enfin, sur les véhicules, on va dire, automobiles, on pourrait imaginer la même chose, c'est-à-dire se dire ne jamais partir de chez soi directement pour aller à un point directement. C'est vraiment des réflexions qu'on peut avoir dans une assemblée quand on réfléchit intelligemment, avec sagesse, etc. C'est quelque chose qu'on ne fait pas et c'est juste dramatique. Alors, vous voyez, la population américaine, je ne sais absolument pas comment elle va s'en sortir à ce niveau-là, parce qu'à partir du moment où vous êtes obèse, pour revenir en arrière, c'est quasiment impossible. Ça veut dire que les gens qui sont obèses aux États-Unis, ils ne peuvent plus prendre autre chose qu'une voiture, et encore, il faut qu'elle soit adaptée, mais ils ne peuvent absolument pas monter sur un vélo. Donc, ils ne peuvent pas revenir en arrière comme nous, on peut effectivement passer au vélo tranquillement. Ce n'est pas vrai pour les Américains. Donc, ça, ils n'ont pas eu la réflexion là-dessus. Il n'y a pas eu de débat là-dessus, il n'y a pas eu de. C'est dramatique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci pour cette réponse. Si vous voulez réagir, Monsieur Flippo, allez-y. Non, rien de particulier. Pas de souci. D'accord. Bon, ben, je ne sais pas si vous avez s'il y a d'autres questions dans le chat. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Peut-être j'aurais une question pour terminer. La politique dans tout ça, est-ce que vous pensez que, enfin, je dirais que la réponse est oui, mais il y a une réelle, comment dire, un réel pas à faire dans le sens de la place de l'innovation un peu dans notre société, au sens où on veut toujours chercher la performance, on veut toujours qu'une innovation nous amène quelque chose de vraiment mieux qu'avant. C'est un peu la notion on imagine le progrès comme quelque chose qui est vraiment révolutionnaire. Est-ce que vous pensez qu'au niveau politique, il y a vraiment quelque chose à changer? Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait changer ça ou du moins de la manière de penser par rapport à ça, la manière d'évoquer le progrès dans la société? Pour moi, on retombe toujours sur cette histoire de récit, c'est-à-dire que il y a une diversité de récits qui sont à l'œuvre dans la société, qui sont un peu en lutte les uns contre les autres. Donc, il y a ceux qui poussent l'innovation technologique dans un certain sens de celui
disons, des innovations les plus capitalistiques, d'autres qui essayent de voir les choses un peu différemment, comme ça a été évoqué. Et puis ceux qui anticipent déjà le post-société technologique qui serait dans un état de grande panne généralisée. Ce qui, à 55 degrés, d'ici 30 ans, le numérique il va nettement moins bien marcher. Hein, déjà, c'est des choses qui, on ne voit pas tellement comment il y aurait encore du numérique dans 30 ans si effectivement on arrive à des niveaux de température pareils. Donc, le scénario de tout qui s'arrête, ce n'est pas un scénario absurde. Il n'est pas certain, mais il n'est pas absurde non plus. Le scénario, la technologie va nous sauver, par contre, il est quand même grandement fallacieux et on ne voit pas tellement comment on y accorderait du crédit. Ce qu'il y a, c'est que monsieur et madame tout le monde, tout en étant d'accord avec ce diagnostic, en gros, puisque c'est ce que montrent les sondages, n'ont pas la possibilité de s'organiser plus collectivement pour sortir de cette évolution-là. Ils sont agis de l'extérieur, en quelque sorte, par ces différentes stratégies. Donc, c'est vrai que l'objectif premier, c'est de s'en prendre à ces stratégies-là pour les démasquer et les bloquer, quoi. Donc, la 5G, ça fait partie des combats de ce type-là, mais pas seulement. C'est tout type, en fait, d'infrastructure et de réseau fait partie du sujet. Alors, ça ne répond pas directement à la question, mais les politiques peuvent s'en saisir aussi de cette manière. Et d'ailleurs, ils le font, peut-être pas de manière aussi consciente et conceptualisée, mais ils le font quand même aussi. Quand je disais ça, il y a une responsable de la région Occitanie, elle me dit oui, c'est exactement ça. Donc, bon, pour donner une idée. Oui, alors, on voit que, par exemple, sur le plan de relance au niveau européen, les gouvernements ont tendance à investir massivement dans les technologies, justement. Et alors là, je vais reprendre ma casquette d'économiste. En fait, on a un problème systémique dans nos économies. C'est que ce qui accroît la richesse ou est considéré comme accroissant la richesse provient des entreprises privées. Donc, pour qu'il y ait plus d'argent pour les services publics, il faut nécessairement que l'activité des entreprises privées augmente. Tout ce qui augmente l'activité des entreprises privées est considéré comme une bonne chose. C'est un problème systémique. Donc, on va avoir tendance, les députés vont avoir tendance à favoriser effectivement tout ce qui va créer de l'emploi dans les entreprises privées. Quand je dis tout, allez voir le travail de l'Assemblée nationale sur une année, vous verrez comment ça fonctionne. À chaque fois qu'il y a la possibilité de créer une entreprise quelque part, un entrepôt quelque part, Amazon ou autre, voilà, ils se réjouissent parce que ça crée des emplois et qu'ils savent que s'ils créent des emplois, notamment dans leur circonscription, ils ont des chances d'être réélus. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon. On n'est pas du tout dans de l'intérêt général. Mais on ne peut pas leur en vouloir vraiment parce qu'en fait, c'est comme ça que fonctionne le système économique actuel. Imaginez maintenant que on ne finance plus les services publics par les impôts prélevés sur l'activité des entreprises privées et les ressources des ménages, donc ils viennent aussi des salariés des entreprises privées, mais que l'État ait la possibilité de créer de la monnaie. C'est le cœur de mon travail depuis quelques années. Hein. J'ai écrit un livre qui s'appelle Ecosofia qui parle essentiellement de ça. Imaginez donc que l'État ait la capacité de créer de la monnaie et qu'il puisse financer tout ce qu'il y a à financer. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, l'État aurait la possibilité de créer des postes d'infirmières, des postes d'enseignants, des postes de pompiers, de policiers, etc.,
ils pourraient embaucher des gens pour entretenir la nature, planter des arbres, etc. Et de façon absolument massive. Imaginez qu'on se retrouve dans une situation où il y ait très très peu de chômage, voire plus du tout. Plus du tout, ce n'est pas possible techniquement, hein, parce qu'il y a toujours des changements d'emploi, donc il y a toujours un peu de chômage. Mais où il y ait très très peu de chômage. À ce moment-là, on ne se réjouirait plus autant qu'aujourd'hui lorsqu'on peut créer des emplois dans des entreprises privées. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on pourrait faire des choix sans cette contrainte-là, et on pourrait se dire, ben, tiens, telle entreprise, elle propose de créer tel produit, de vendre tel produit, telle autre propose tel autre produit, ben, finalement, on va arbitrer, on va se dire, tiens, ce produit-là, par contre, c'est un vrai progrès en termes d'écologie, en termes de bien-être, etc. Et tel autre, ben non, on abandonne, on ne donne pas l'autorisation de mise sur le marché. Ce serait beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un vrai problème qui est lié effectivement aux emplois, qui crée une pression très, très forte. Et on le voit au quotidien sur les députés, à chaque fois qu'il s'agit de créer des emplois quelque part, ils sont contents, quoi. Ils sont vraiment contents. Sauf que parfois, c'est un entrepôt Amazon. Sauf que, effectivement, parfois, c'est une entreprise qui va fabriquer des véhicules autonomes qui, finalement, vont peut-être même pas servir. Enfin, si vous regardez le nombre de choses dans lesquelles l'État investit, enfin, que l'État subventionne ou encourage, etc., ou fournit un terrain, etc., vous verrez qu'il y a de tout et de n'importe quoi. D'un point de vue écologique, durabilité, bien-être, etc., il n'y a pas un grand discernement, on va dire. Et je vais même aller plus loin. Je pense qu'au-delà de la question du système économique, et donc de la façon dont on finance les services publics, il y a la façon dont le système politique est organisé. Là, ça mériterait vraiment une réflexion en profondeur. Le fait que les députés soient reliés à une circonscription, ça fait partie des grands débats hein, en termes de système politique. Il y a ceux qui sont favorables à une représentation effectivement qui soit déterritorialisée, on va dire. Donc, par exemple, comme un système où il y a la proportionnelle, vous n'êtes pas relié à un territoire. Et puis, il y a ceux qui sont favorables à ce que les députés soient reliés à un territoire pour être ancrés quelque part et voir les problèmes concrets et pouvoir les soulever et puis les amener à l'Assemblée nationale. Ce qui a du sens, hein, donc ça mérite vraiment un débat. On pourrait très bien imaginer avoir une assemblée effectivement qui représente les territoires et une assemblée qui soit complètement déterritorialisée, qui fonctionne en intelligence collective pour le coup. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, ça pose un vrai problème. Hein. Clairement, je me souviens par exemple d'un débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale sur les pailles, et il y a une députée qui vraiment était furieuse parce que dans sa circonscription, il y avait une usine qui produisait des pailles, donc c'était, je crois, dans le Doubs, et on comprend qu'elle était furieuse. En l'occurrence, elle l'a pas emporté puisqu'ils ont décidé finalement que les pailles seraient supprimées, mais dans bien des cas, les députés l'emportent en disant « mais moi, c'est pas acceptable que l'usine qu'il y a dans ma circonscription, elle disparaisse ». Et bien ça, d'un point de vue de l'intérêt général, c'est pas acceptable. Donc, il faut absolument qu'on change, effectivement, la façon dont les choses sont décidées. Et il est très probable qu'il soit préférable d'avoir des structures peut-être provisoires. Donc, par exemple, une convention citoyenne qui fait du discernement sur les technologies, plutôt qu'une structure permanente avec des réélections. La réélection possible des députés pose un énorme problème aussi, puisqu'ils sont dans une logique où ils veulent être élus, donc ils veulent ne pas être trop impopulaires, et donc ça implique un certain nombre de comportements qui ne relèvent pas de l'intérêt général. Et de la même manière, il y a un autre problème dans le système actuel, c'est le fait que les députés sont soumis à, on va dire, l'autorité du président et du Premier ministre.
et que, en réalité, ils n'ont pas une grande liberté de réflexion, parce que si jamais ils ne votent pas comme le gouvernement le souhaite, il est fort probable que lors des prochaines élections, ils ne soient pas sélectionnés à nouveau pour être candidats dans la circonscription où ils étaient. Donc, il y a tout un tas de phénomènes qui font qu'effectivement, on n'est pas de façon systémique dans de l'intérêt général. On est dans un système qui ne permet pas de faire émerger l'intérêt général. Et puis, il y a une autre chose en plus, et je finirai là-dessus, c'est qu'en fait, le fait qu'il y ait des partis politiques en fait, qui on va dire, divisent l'Assemblée, fait que de manière systématique, les partis ont tendance à s'opposer les uns et les autres et non à chercher l'intérêt commun. Et ce qui, en plus, a pour implication que ça donne une image très négative de la politique, puisque les gens qui sont dans l'opposition critiquent systématiquement le pouvoir, ce qui fait qu'en fait, l'opinion publique a l'impression que tout ce que fait le pouvoir est mauvais, puisqu'ils n'entendent que des critiques. Donc, il y a vraiment un phénomène de manière globale où on n'est pas du tout dans de l'intelligence collective. On est même très souvent dans de la bêtise collective. Et si vous voulez faire de l'intelligence collective, vous ne pouvez pas avoir une opposition systématique, par exemple. C'est tout à fait normal qu'il y ait des débats sur des sujets, mais ce n'est pas du tout normal que les uns ne soient pas d'accord avec les autres tout le temps sur tous les sujets. Ça n'a aucun sens. Et au sein des partis, c'est tout à fait normal qu'ils aient des opinions différentes et qu'ils puissent les exprimer, ce qui aujourd'hui n'est pas vraiment le cas. Et ça enrichit le débat en plus. Donc il y a un vrai problème d'organisation et je milite en ce moment beaucoup pour qu'il y ait une réforme complète des institutions politiques. Et je sais qu'il y en a qui travaillent, notamment Démocratie ouverte, pour ne pas les citer. Et j'espère que ça va se faire très rapidement parce que si on veut résoudre les problèmes, effectivement, des défis écologiques, à mon avis, ça passera nécessairement par une métamorphose des institutions politiques. Bon, bah merci pour ces réponses complètes. Et je pense qu'on va clôturer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne pense pas. Ou d'autres réactions. Je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Merci du coup, Monsieur Flippo et Monsieur Séné pour ce webinaire très intéressant donc sur l'innovation. Du coup, je rappelle que ce webinaire sera diffusé donc sera disponible à la rediffusion sur YouTube et sur Facebook. Je vous invite au prochain webinaire qui aura lieu à 18h30 qui se portera sur le géomimétisme avec Monsieur Pierre Gilbert. Je vous remercie encore d'avoir été là, messieurs, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à très vite pour de nouveaux webinaires, je l'espère. Et voilà, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.